Bienvenue dans votre émission Santé pour tous, émission préventive qui démocratise l'accès à des informations autour de la santé et du bien-être en famille. Dans cette émission, nous allons parler des soins en maison de repos. Depuis que le confinement est arrivé, le quotidien de beaucoup de gens a été perturbé et n'a pas épargné les maisons de repos. En effet, suite au développement du Covid-19, le gouvernement fédéral a mis en place différentes mesures de confinement pour les maisons de repos et de soins. Donc à ce titre, nous avons invité Monsieur Youssef Kadar, qui est éducateur spécialisé et travaille dans la maison de repos des Acacias à Molenbeek. Il a été récompensé par le roi Philippe pour son implication auprès des résidents d'une maison de retraite de Bruxelles lors de la crise sanitaire. Merci d'être avec nous. Bonjour Eugénie. Voilà, c'est du direct. Il faut rester concentré. Ok, oui, c'est ça, je sais pas si. Nous avons aussi avec nous le docteur Tigra, qui est médecin généraliste à l'espace santé Erasmus et qui est aussi coordinateur de deux institutions, je pense, au sein de deux institutions. Et donc, l'espace santé Erasmus est un centre médical pluridisciplinaire. Et monsieur docteur Tigra donc, va dans les maisons de repos et travaille aussi dans les maisons de repos. Donc, bienvenue parmi nous, docteur Tigra. Merci, bonjour. Merci de nous éclairer sur toutes ces questions-là. Donc, on va revenir vers vous tout de suite. Nous avons aussi Thiago Tavera qui est déjà venu chez nous, qui est spécialisé en psychologie clinique, en oncologie, en soins de fin de vie et donc fait partie de l'équipe Espace Santé Famille. Alors Thiago, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, l'émission est réalisée en collaboration avec l'Espace Santé Famille, situé chaussée de Louvain 51 à 1210 Saint-Josse. Vous êtes en direct sur Arabelle FM au 106.8. Nous répondons également à toutes vos questions via la page Facebook de l'émission Santé pour tous. Comme nous le savons depuis l'apparition de l'épidémie, une série de mesures ont été prises par le gouvernement afin de limiter la propagation du virus. Les résidents de maisons de repos font partie de la population qui est particulièrement touchée par les mesures de confinement. Les pensionnaires n'ont plus droit aux visites et ne peuvent plus quitter leur chambre. D'après les statistiques, il ressort que les maisons de repos ont enregistré presque 2 fois plus de décès qu'à l'ordinaire depuis le début du confinement. Du côté du personnel, la réduction des membres de l'équipe ainsi que le taux d'absentéisme dû à la crise ont nécessité une réadaptation de la prise en charge des patients et pour certains une augmentation de la charge de travail afin de répondre aux besoins de chacun. Du coup, Monsieur Kadar, vous êtes éducateur en maison de repos. Mais quelle est un peu la fonction d'un éducateur en maison de repos ? Ok, donc un éducateur spécialisé en maison de repos, c'est une personne qui va apporter du dynamisme au niveau social et qui va essayer de faire rompre, en tout cas, l'isolement des seniors. C'est-à-dire qu'à travers des collaborations, des projets de vie, parce que ça, c'est ce qu'on oublie souvent en maison de repos. On pense à la personne qui est malade, on doit la soigner, mais on oublie son histoire de vie, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a fait avant d'arriver en maison de repos. Et cet aspect-là, l'éducateur spécialisé doit travailler là-dessus et doit essayer de faire ressortir un peu ce qu'elle a vécu, et essayer de continuer à vivre et à mettre en place des projets. Et d'où est né le projet Papy Boom, mais on en reviendra. Ah oui, on va en parler tout à l'heure, tout à fait. Docteur Tigra, en tant que médecin, quel est le rôle du généraliste en maison de repos ? Voilà, en fait, en tant que généraliste, j'interviens dans les maisons de repos à 2 titres. D'abord avec ma casquette de médecin généraliste, donc tous les patients ont un médecin traitant qui peut être le médecin traitant qui les a suivis depuis toujours. Et puis, en tant que médecin coordinateur de la maison de repos, en fait, là, c'est une fonction un petit peu de supervision de l'ensemble des soins, que ce soit, j'interviens donc dans les formations des équipes de soins, donc on organise également des réunions pluridisciplinaires où toutes les spécialités sont présentées, on discute parfois de patients, on essaye de mettre en place des procédures par rapport aux infections, et c'est vrai qu'ici, dans le cas de la pandémie de Covid, puisque c'est une maladie qui va toucher l'ensemble des patients et que les décisions ou le confinement d'un patient va avoir une implication sur un autre patient. Donc ici, on a été effectivement particulièrement sollicité. Oui, voilà, oui, je me doute bien. C'est vrai que du coup, les généralistes, eux, c'est un peu, on va dire, la plaque centrale. Donc toutes les informations transitent par eux en général. Je me trompe peut-être ? C'est un peu ça. Non, effectivement. Donc, le médecin généraliste, donc voilà, c'est vraiment un travail pluridisciplinaire, un travail coordonné où souvent, c'est vrai que voilà, nos yeux, nos oreilles, c'est avant tout les infirmières, les aides-soignantes, parfois les kinés, quand il y a un assistant social ou un éducateur, voilà, c'est effectivement le bienvenu. Mais donc voilà, c'est toutes ces informations là ensemble qu'on va essayer de réunir pour avoir une vue globale sur la santé du patient et puis essayer de prendre les meilleures décisions possibles. Ok. Et donc, Monsieur Tavera, quelle est la particularité du coup de l'accompagnement des personnes qui vivent en maison de repos, mais là d'un point de vue plutôt psychologique ? Donc
Donc une des particularités, c'est que certaines personnes âgées se retrouvent en maison de repos hors de leur plein gré. Et beaucoup même ont des réticences à y aller pour de nombreuses raisons. Oui, par exemple, la peur d'être abandonné par les proches. Il faut pouvoir recevoir ces différentes peurs, les craintes des résidents et les travailler avec eux pour que ça puisse se passer au mieux. Il y a aussi la question de la perte d'autonomie, le fait de retourner à un état où on ne prend plus forcément soin de soi et des autres, mais l'inverse, ce qui peut être difficile à vivre, et ça joue avec l'acceptation de la situation qui forcément constitue une particularité de l'accompagnement. Une autre particularité, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de résidents qui ont chacun leur façon de voir les choses, leur manière de vivre au quotidien. Il faut pouvoir concilier la vie entre les différents résidents pour que chacun puisse se sentir au mieux, ce qui n'est pas toujours une tâche facile. Et il y a également toute la question de la prise en charge des maladies qu'on retrouve plus fréquemment chez les personnes âgées, comme les démences par exemple. Oui, on va en parler tout à l'heure. Monsieur Kadar, du coup, comment les résidents ont vécu le confinement? Parce que là, Monsieur Tavera nous parle de la peur de l'isolement, la peur de l'autonomie, de la perte d'autonomie. Mais finalement, avec le confinement, c'est un facteur en plus. Ouais, donc, voilà, c'était déjà, il faut savoir qu'avant même le Covid, les maisons de repos étaient quand même entre guillemets isolés, parce que voilà, en général les maisons de repos ne font pas énormément de collaboration avec le monde associatif, et pour pouvoir faire des activités c'est pas évident. Et du coup c'est vrai que pendant le confinement, là ça a été encore beaucoup plus difficile pour eux, parce que voilà, ils étaient enfermés en chambre pour certains. Au début, en mars, je me rappelle encore de résidents, surtout ceux qui n'avaient plus vraiment leur tête, certaines personnes démentes qui pouvaient changer d'étage, contaminer d'autres résidents et qui étaient positifs, ou voilà, on devait les enfermer en partie dans leur chambre, c'était pas évident, et donc ça c'était pas évident pour les résidents, et même ceux qui étaient valides, du coup ils voyaient plus trop leur famille, vous imaginez enfermés dans un 10 mètres carrés du jour au lendemain, donc c'était difficile pour eux. Mais malgré tout, en tout cas dans l'institution où je travaille, on a essayé de poser quelques actions pour essayer en tout cas de rompre en partie cet isolement, mais ça n'a pas été facile. Moi je connais votre maison médicale, votre maison maison de repos des Acacias, parce que on a fait une animation chez vous, je pense. Espace Santé Famille est venu avec des enfants voir vos résidents. On a même des photos chez nous. Ah c'est possible, c'est parce qu'en fait, voilà, la maison de repos où je travaille, on s'est basé sur un travail collaboratif. Oui, donc voilà, c'est-à-dire que vous vraiment, essayez de mettre des liens avec le monde extérieur. On essaye vraiment de toquer auprès de plusieurs associations, de voir ce qu'ils peuvent apporter, ce qu'on peut leur apporter, de créer des chouettes collaborations. Et du coup, c'est vrai que on avait à un certain moment 2 à 3 associations qui passaient dans une maison de repos. Et du coup, j'appelais plus ça une maison de repos, j'appelais plus ça une maison de vie. Ouais. Donc c'est-à-dire que des gens passaient, rendaient visite, et les gens étaient contents de voir des personnes. Du coup, dans votre maison de repos à vous, c'est plutôt du style, vous aimez bien justement avoir des échanges et qu'il y ait du passage, etc. C'est ça. Et là, c'est plus du tout le cas en fait. Ouais, c'est ça. Ça a été très difficile parce que d'un seul coup, paf, la porte s'est fermée, les mesures se sont mises en place. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier Iriskir, parce qu'ils ont vraiment fait, je trouve, un super boulot en guidant les maisons de repos à travers leurs ordonnances. Parce que voilà, c'est une première, je pense, pour tout le monde, que ce soit les psychologues, les médecins. On s'est tous retrouvés un peu, qu'est-ce qu'on va faire face à ce Covid? Voilà, et quand on entendait le nombre de morts qu'il y avait dans certaines maisons de repos à Bruxelles, c'était catastrophique. Certaines maisons de repos ont perdu plus de 70% de leurs résidents. Donc on savait pas trop quoi faire, et je trouve qu'Iriskir a quand même... Ah oui, ils m'ont téléphoné aussi, ils voulaient que je fasse du bénévolat dans les maisons de repos. Ah, c'est possible, parce que... Ouais, voilà. Non, je suis psychologue, pour les auditeurs qui ne le savent pas, je suis juste psychologue, donc je veux dire, et en plus je supporte pas trop le sang, du coup, tout ce qui est soins et tout ça, sinon j'aurais fait médecine. Malheureusement, quand je vois du sang, je tombe dans les pommes, donc c'est pour le coup, ça va pas trop le faire. Donc, mais c'est vrai qu'Iriskir a recruté des bénévoles et du personnel pour renforcer les maisons de repos pendant la période Covid. Parce on faisait ce qu'on pouvait. Il faut savoir que chaque résident qui est enfermé en chambre, ça demande beaucoup plus de travail, parce que pour le temps du midi, il faut lui ramener la nourriture en chambre. Quand il a une demande particulière, il faut passer dans sa chambre. Et quand vous avez plus d'une centaine de résidents, il n'y a pas 100 membres du personnel, donc faut courir, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'on avait un peu besoin. À la résidence Acacia, on a eu de la chance d'avoir le personnel qui est resté, mais il y a des résidences où l'équipe a explosé, les militaires sont intervenus dans certaines résidences à Bruxelles, et du coup, c'était pas évident. Donc, et puis alors les militaires, évidemment, je suppose que ils sont pas éducateurs spécialisés, donc ou même infirmiers, infirmiers ou même psy. Je veux dire, on sait pas toujours comment s'occuper, donc ça, je suppose, des formations très rapides qu'ils ont dû avoir sur le tas, quoi. Voilà, c'est ça, parce qu'il fallait agir rapidement
rapidement. Donc du coup, voilà, ça s'est fait très vite. C'est pas une période évidente. Hein. Donc, alors du coup, docteur Tigra, dans les médias, on entend que les hôpitaux ont abandonné les maisons de repos. Voilà, est-ce que c'est vraiment le cas ? Et puis aussi, comment les médecins et les hôpitaux travaillent-ils en collaboration avec les maisons de repos, depuis la pandémie, etc. Sentiment d'abandon, je dirais pas vraiment ça. Je pense qu'au début, en tout cas, c'est vrai que donc moi je suis médecin coordinateur dans 2 maisons de repos, mais je travaille aussi encore dans d'autres maisons de repos, mais comme médecin généraliste pour mes patients. C'est vrai qu'on a une maison de repos où on n'a quasi pas eu de cas au niveau de la première vague, et donc c'était vraiment relativement confortable. Et puis on a une deuxième maison de repos, du jour au lendemain, en fait au mois de mars, on a eu 1 cas, 2 cas suspects, confirmés, et puis il y en avait 25 d'un coup. Et donc voilà, donc on a très vite dû considérer chaque patient comme étant un cas positif potentiel en période d'incubation. Et c'est vrai que là, le matériel manquait cruellement, mais je pense que c'était pas voilà. On était vraiment au début, donc il y avait rien qui avait été prévu. Il y avait juste des masques chirurgicaux et en fait, et même ceux-là n'étaient pas encore là au tout début, parce qu'au début, on considérait vraiment les cas positifs quand il y avait des symptômes. Donc les patients, les soignants travaillaient sans le matériel adéquat. Donc ça a pris un petit peu de temps pour arriver. Et la difficulté, c'est effectivement aussi au niveau des instructions qu'on recevait, qui parfois étaient un petit peu compliquées, parce qu'on avait des diagnostics de patients qu'il fallait pas spécialement envoyer à l'hôpital. Si la situation, donc voilà, quand on avait un patient par exemple, j'ai des exemples en tête de patients âgés chez qui on avait un diagnostic, mais qui avaient des paramètres qui étaient tout à fait valables. Et donc ces patients-là, on était censé les garder parce que voilà, très vite les hôpitaux n'arrivaient plus à gérer. C'est vrai que ça, c'était un petit peu parfois compliqué. Parfois, certaines familles... Il y a des familles qui n'étaient pas contentes de ça, justement, qui se disaient on ne prend pas en charge correctement mon parent ou autre. Enfin, voilà, tout à fait. Ils se sont sentis abandonnés vis-à-vis des hôpitaux. Voilà. Tout à fait, parce que devant la peur, le sentiment de certains, mais je pense qu'on en discutera encore un petit peu plus tard, mais avaient l'impression que la prise en charge en maison de repos ne pouvait pas être optimale, ou voilà, qu'on ne pouvait pas apporter la même chose que ce que l'hôpital pouvait apporter. Et je pense en fait, voilà, pour moi, les hôpitaux ont toujours été ouverts, que ce soit pour les patients âgés ou pour les autres patients. Mais je pense que on s'est toujours posé la question, en tout cas les soignants, du projet de vie du patient. C'est vrai que voilà, ça c'est parfois des discussions qui sont pas évidentes à avoir avec les familles. Mais voilà, si je pose un exemple parmi d'autres, on a un patient âgé, 90 ans, qui est dément, qui a des symptômes, qui a une démence avancée, qui ne reconnaît plus personne. Je pense que tout le monde peut s'accorder pour dire que au niveau des soins qu'on apporterait aux patients, il y a des soins qui sont raisonnables et des soins qui ne sont pas raisonnables. Et par exemple, ça n'aurait pas de sens d'accueillir aux soins intensifs quelqu'un qui serait dans un état qui serait déjà tellement aggravateur, au-delà du fait d'avoir un service qui serait surchargé ou pas. Ouais, disons que c'est vrai que c'est dur à comprendre. Je pense que c'est dur à comprendre. Enfin, d'un point de vue médical, on peut objectiver les choses, et je crois que peut-être du point de vue des familles, ce serait peut-être un peu plus compliqué, parce que c'est un peu comme, on va pas lancer le débat aujourd'hui, mais tout ce qui est acharnement thérapeutique. Voilà, il y a des personnes qui n'arrivent pas à accepter que un parent va partir et que c'est son heure et que voilà, que c'est le moment où il faut lâcher prise, et ils vont absolument faire de l'acharnement thérapeutique, et alors que peut-être le parent lui-même n'aurait pas voulu qu'on s'acharne thérapeutiquement pour essayer de le maintenir absolument en vie, alors que la personne, elle est dans un état où elle souffre et où elle a besoin de partir. Donc c'est vrai que j'ai l'impression que c'est pas toujours facile pour les familles de se dire mais alors on fait rien pour sauver mon parent ou pour le prendre en charge correctement, et là vous dites non, finalement c'est pas ça, c'est simplement que on peut aussi prendre soin de lui là où il est dans la maison de repos, parce qu'il y a aussi des médecins, il y a aussi des infirmiers qui peuvent prendre soin de lui. Enfin, je sais pas si c'est ça. C'est vraiment ça. Donc en fait,
cette situation a mis en lumière ces décisions difficiles que les soignants sont amenés à prendre, effectivement, souvent en équipe pluridisciplinaire, souvent avec les familles. Donc moi, il m'arrive régulièrement d'appeler les familles pour dire, voilà, votre papa, votre maman, ben voilà, je suspecte tel problème, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'envoie tout de suite? Est-ce qu'on se donne 24 heures, on fait une prise de sang et on voit ce que ça donne? Donc c'est vrai que voilà, il y a j'ai envie de dire des choses qui sont évidentes, des décisions qui sont évidentes, où je veux dire voilà, où le plus grand nombre s'accorderait dessus, et puis effectivement parfois des situations un petit peu limites, et peut-être qu'aujourd'hui on s'est encore plus posé les questions, mais voilà, je veux dire, ça n'a pas fondamentalement changé le débat. Du coup, vous devez parfois aussi rencontrer les familles et discuter avec les familles, ou peut-être faire appel aux psychologues pour accompagner les familles dans ces décisions-là, ou pas? Quand on a le luxe d'avoir un ou une psychologue dans une institution, c'est plutôt rare. Ouais. C'est plutôt rare. C'est triste. Ouais. C'est pas normal. Hein. Normalement, ce serait légitime d'avoir un psychologue en maison de repos quand même. Hein. Ouais, ici, juste avant l'émission, je discutais ici avec mon collègue. Donc voilà, je découvrais, Monsieur Kadar, je découvrais cette fonction d'éducateur spécialisé en institution. C'est vrai que voilà, dans toutes les institutions par lesquelles je passe sur Anderlecht, j'en ai jamais rencontré. Donc effectivement, chacun, je pense, peut apporter quelque chose de plus, mais voilà, vous savez, il y a des questions de financement et puis parfois de choix à faire. Oui, bah ça, on en a déjà fait le débat sur la question de santé mentale et l'argent qu'on donne pour la santé mentale. Espace Santé Famille le sait bien aussi, donc on le sait même pour nous. Donc non, c'est clair, ça évolue, mais c'est pas encore au top, clairement. Donc, on parlait tout à l'heure des psychologues avec le renvoi, mais on va peut-être reprendre oui, ça. On reprendra juste après la pause, parce qu'on va aller tout doucement vers la pause. Mais on va continuer à discuter de tout ça, peut-être des besoins psychologiques des personnes qui sont en maison de repos. Je vous rappelle que nous sommes en présence d'un éducateur spécialisé, Monsieur Kadar, Dr Tigra, qui est médecin généraliste au sein de maison de repos et coordinateur, et alors Thiago Tavera, spécialisé en psychologie, oncologie. Donc je vous dis à tout de suite, chers auditeurs, restez avec nous. Nous sommes de retour dans votre émission Santé pour tous. Aujourd'hui, nous parlons des maisons de repos et de l'impact du confinement sur les personnes âgées. Nous avons 3 spécialistes avec nous. Donc le docteur Tigra, qui est coordinateur en maison de repos. Nous avons aussi Monsieur Kadar, qui est éducateur spécialisé en maison de repos, et Monsieur Tavera. Juste avant la pause, on commençait à aborder les aspects aussi psychologiques des personnes âgées en maison de repos, et justement Dr Tigra allait nous dire quelque chose, parce que je lui avais posé une question aussi sur l'accompagnement des familles, je pense, je sais plus si c'était par rapport à ça. Voilà, tout à fait. Donc voilà, on expliquait effectivement que les psychologues, malheureusement, dans le budget de base, en général, ils n'ont pas leur place directement dans les maisons de repos, mais je pense que vous êtes mieux placé que moi finalement pour en parler du projet 107 avec l'élargissement des conditions de remboursement, et donc finalement les personnes âgées aussi peuvent finalement un ticket modérateur très limité, avoir un certain nombre de consultations qui sont remboursées, mais voilà. Ouais, mais moi je suis pas l'invité, hein. Monsieur Tigra, il veut échanger sa place avec moi aujourd'hui. On va vous faire travailler. C'est vraiment intéressant. Je sais pas si je peux. Oui. En fait, le projet 107 est vraiment intéressant parce qu'en maison de repos, on n'est pas formé à accompagner des personnes qui ont des pathologies psychiatriques, et du coup, là, on se retrouve avec des intervenants qui adaptent leur intervention, et nous, voilà, on essaie de faire. Voilà. Alors en fait, techniquement, donc pour le projet 107, je vais répondre à la question. Je suis censée être l'animatrice. C'est parce que donc. Sinon, on peut renvoyer l'appel à votre collègue. Oui, mais en fait, Thiago, il fait pas partie du projet 107. Ouais, moi, oui, D'accord. pas encore. Thiago, peut-être pour la prochaine, mais voilà. Mais donc oui, moi en effet, je suis psychologue aussi, et donc à l'Espace Santé Famille en première ligne, et pour le projet 107 aussi. Mais ce qu'il y a, c'est que techniquement, on n'est pas censé se déplacer. Donc, mais il y a rien qui l'interdit dans la convention. C'est-à-dire qu'on peut le faire, mais on n'est pas censé se déplacer. Donc la personne est techniquement qui a plus de 60 ans ou qui est en maison de repos ou autre, elle doit pouvoir venir à la consultation en cabinet. Mais bon, je sais que ça se fait. Et puis, il y a l'autre projet aussi qui est pas mal, c'est le projet P3, mais je ne sais pas si le projet P3, là, c'est plus pour accompagner des personnes qui veulent pas aller en maison de repos, qui veulent rester en autonomie seules, et qui souffrent de maladies chroniques et qui ont plus de 60 ans. Et donc là, l'INAMI prend en charge les suivis psychologiques. Mais du coup, c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir, par exemple, un psychologue de première ligne en maison de repos, puisqu'ils ont des statuts indépendants, donc ils pourraient venir
avoir un local et venir prester en maison de repos des consultations pour les personnes du 3e âge. Et donc voilà. Et donc c'est vrai que moi je suis habilitée à recevoir des tout petits, des bébés et des personnes beaucoup plus âgées en consultation. À savoir que pour le projet 107, c'est uniquement 8 séances par an. Donc c'est quand même pas énorme, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà ça. Parce qu'on vient d'un moment où il n'y avait pas du tout d'intervention. C'est ça. C'est ça. Et donc le psychologue de première ligne, en plus, c'est un psy un peu généraliste, c'est-à-dire qu'il va un peu, il peut faire des techniques thérapeutiques de courte durée, donc on appelle ça un peu TCC, etc. Mais bon, ou alors il doit réorienter vers un autre spécialiste, mais en tout cas il peut faire une évaluation de la situation et réorienter par la suite. Mais il n'a que 8 séances. Mais bon, moi j'avoue qu'en 8 séances, en tout cas avec certaines techniques de thérapie brèves, il y a moyen quand même de faire bouger certaines choses dans une famille, dans un couple et même pour des personnes en souffrance. Donc c'est super. Et c'est remboursé totalement en plus, je pense. C'est pris en charge, donc en fait c'est 4 € pour les personnes qui sont VIPO et 11 € pour les personnes qui sont pas VIPO. Donc voilà. Ça va, c'est abordable. Oui, c'est abordable, mais voilà, c'est vrai qu'alors du coup, il faudrait réfléchir à comment peut-être inclure. On lance une idée. Comment inclure peut-être un psychologue de première ligne dans une institution, dans une maison de repos. C'est vrai que ça serait chouette parce que du coup, comme ce sont des prestataires indépendants, ils ne dépendront pas des subsides pour être engagés dans la maison de repos. Et éventuellement, alors, ils pourraient recevoir en consultation les patients, quoi. Et en plus, surtout que ce projet est très récent, censé depuis 2019. Ouais, voilà. Donc voilà. Au directeur de maison de repos. Mais l'élargissement aux 65+. C'est récent, là, c'est tout. C'est cette année-ci, je pense. C'est cette année-ci. Oui, ça vient d'arriver. Moi, ça fait quelques mois que Moi, je me suis inscrite directement, mais ça fait quelques mois qu'on a eu l'autorisation pour et même pour les petits, pour les moins de 18 ans, on n'avait pas. C'est pendant le confinement que ma guide de bloc a débloqué ça, parce que justement, et on salue Monsieur Herman et Monsieur Yuri Klaas, qui justement supervisent le projet 107 et qui ont été toqués aux portes des politiques pour justement écoutez, voilà, on a eu un boom des demandes de suivi psychologique pendant cette période. Il faut absolument ouvrir la demande pour les petits et pour les personnes âgées. Et ça, c'est ce qui a été fait et ça fonctionne assez bien. C'est vrai que beaucoup de choses ont été faites sur base du bénévolat aussi pour accompagner également les soignants qui sont un petit peu qui étaient un petit peu limités, en difficulté. Moi, je m'étais inscrite aussi à cette plateforme-là. Il y avait une plateforme qui a été lancée pour soutenir les soignants et les médecins qui travaillaient pendant le Covid. Et donc, c'est vrai que les psychologues ont été aussi très présents, de donner de leur temps libre pour pouvoir accompagner des soignants et des médecins. Donc maintenant, c'est les psys qui ont besoin de psy. Ça doit exister, un psychologue spécialisé en psychologie. Accompagnement de psy. Un accompagnement de psychologue. Non, les psys plus âgés supervisent les autres psys. Donc d'ailleurs, je suis maître de stage aussi, donc dans les universités. Voilà. On parraine, et ça se perpétue comme ça. Donc oui, évidemment, de toute façon, même les psys ont besoin d'être accompagnés et supervisés. Je crois que chacun a besoin d'être soutenu. Du coup, je reviens un peu vers notre psy d'aujourd'hui, Monsieur Tavera, parce que pendant le confinement, qu'est-ce qu'on a retrouvé le plus peut-être chez les personnes âgées? De quoi elles ont le plus souffert? Est-ce que ça a eu un impact sur leur santé mentale? Mais je pense qu'elles ont souffert un peu du même problème qu'on a tous souffert de manière générale, c'est-à-dire le manque de relations, le manque d'interaction sociale avec les gens qui nous sont proches. Et la problématique peut-être qui est un peu plus spécifique pour eux, c'est que c'est un groupe qui est vraiment plus à risque pour le corona. Et ce qui fait que la question de la mort est un peu omniprésente en fait. La peur de la mort. Voilà, exactement. Et avec ça amène toutes les angoisses et les anxiétés que ça peut donc amener de manière légitime d'ailleurs. Et donc voilà. Il se peut aussi qu'il y a eu comme on l'a déjà dit d'ailleurs, un sentiment d'emprisonnement, comme on l'a dit, puisque effectivement il y a dû avoir des mesures un peu plus strictes pour eux, puisque justement c'est un milieu qui est plus à risque. Un groupe qui est plus à risque et donc il y a tout un tas de mesures qui ont été prises, notamment les contacts qui devaient être minimisés au maximum et d'ailleurs pendant tout un temps il y a une coupure avec l'extérieur qui s'est faite et qui est très pesante d'ailleurs pour ces personnes-là. Et tous ces éléments-là, en fait, peuvent contribuer justement à détériorer l'état mental de ces personnes. Donc on a des dépressions qui peuvent se développer, des troubles anxieux qui peuvent surgir ou prendre de l'ampleur si elles étaient déjà présentes. Et donc voilà, c'est vraiment
Et peut-être des compensations si les personnes Oui, bien sûr, avaient par évidemment. exemple une pathologie Évidemment. mentale ou psychose, ou enfin moi je sais aussi que parfois dans certaines démences on peut retrouver des affects paranoïaques aussi, donc ça peut Tout à fait, des délires, oui. des délires paranoïaques, etc. Donc quand même, enfin ça a dû pas être hyper évident en maison de repos durant cette période pour les soignants non plus. Je me retourne juste vers Monsieur Kedar. Du coup, vous avez observé ça ou pas par rapport à ce que Monsieur Tavera disait? Ouais, donc par rapport aux démences et au syndrome. Oui, enfin, si ouais. vous voyez que psychologiquement, est-ce que vous avez remarqué que les gens étaient peut-être Ouais, plus atteints, bah etc. oui, c'était beaucoup plus aigri pour certains. Ça dépend. Il y en avait certains qui arrivaient encore à être positifs, mais la majorité, vraiment. Moi, je me rappelle d'un résident qui était super dynamique, qui allait aider tous les résidents. C'est un peu comme un membre du. Je vais pas dire que c'est un membre du personnel, mais voilà, il aime bien se rendre utile. Et là, pendant ce confinement, je l'ai pas reconnu. Bah, quand on a dû l'enfermer à cause de du Covid. Bah, il a maigri, il a perdu 15 kilos. Wow. Il est hyper déprimé. Et du coup, bon là, il commençait à reprendre. Et puis, paf, seconde vague. Donc du coup, de nouveau réenfermé en chambre. Ouais, je pense que c'est horrible. Pour eux, c'est encore plus dangereux, plus dangereux que le Covid, quoi. Oui, les enfermer, c'est ce qu'il est. Ouais, finalement, voilà. on peut dire qu'au niveau santé mentale, ça peut impacter encore pire que Voilà. le Covid, quoi. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a une maison de repos, je sais qu'en Wallonie, c'est carrément où le personnel s'est enfermé avec le. Avec Oui, les j'avais résidents, vu ce truc-là, ouais. Et je les ai rencontrés quand j'avais C'est été, voilà, quand j'avais été rencontrer le roi suite au ce qui Ah s'était oui, passé. mais on va en Et parler. ouais, voilà, mais maintenant. du coup, j'avais rencontré le directeur de cette maison de repos qui m'avait expliqué ça. J'étais pas du tout au courant. Et c'était vraiment chouette. ont Quoi. dormi C'est- là. Ouais, mais ils ont, voilà. Mais bon, leur Ouais, famille. leur après, famille, voilà, merci, c'est quoi. ça. Il faut une vie sociale quand même. Ouais, C'est pas dormir évident. sur place. Voilà. Non, mais machallah, c'est tout à leur Non, honneur. c'est vrai. mais Franchement, c'est zéro risque, zéro cas Covid, aucun isolement pour les résidents. Et du coup, ils ont pas dû subir ce qu'ils ont vécu dans la plupart des maisons de repos à Bruxelles. Quoi. trouver des gens qui acceptent de le faire, mais c'est vrai que c'était une bonne idée en Ouais. soi. Bah, du coup, on va parler de ce fameux Papy Boom. Hein. Donc, vous avez mis en place une série qui se nomme Papy Boom. Je trouve ça sympa comme nom. Peut-être nous expliquer un peu comment est né ce projet et en quoi il améliore le quotidien des personnes âgées. En fait, voilà, moi je m'étais rendu compte après 3 années de travail que les collaborations se ressemblaient souvent, c'est-à-dire qu'on faisait des activités intergénérationnelles, c'était un petit goûter, un jeu de société. En fait, c'est toujours la même chose qui revient. Et du coup, j'avais l'impression de me retrouver dans le film Le Truman Show, je sais pas si vous connaissez, où quand vous arrivez, tout se passe quand ils arrivent, c'est toujours les mêmes trucs qui se passent et tout. Et je me suis dit non, il faut qu'on essaie de changer ça. Et du coup, le déclic s'est passé dans un ascenseur avec un résident vietnamien, donc avec qui on avait fait. En fait, j'étais parti avec des résidents au dîner de Noël de la commune et il s'était amusé. Il avait mis sa cravate. Il y avait plein de dames qui dansaient avec lui. Et il était là, oh, ah, il était vraiment chouette. Il s'amusait vraiment. Il a passé une superbe après-midi. Et arrivé dans l'ascenseur, il me dit, donc je lui dis, alors monsieur, vous êtes super bien amusé et tout. Et puis il me regarde, il me dit, moi, mais j'étais dans ma chambre. Et en fait, bon, il avait la maladie d'Alzheimer. Ah ouais, Et d'accord. du coup, j'ai dit, punaise, quoi, dommage qu'on n'a pas enregistré ça, on aurait montré ça à sa famille, parce que c'était... Et du coup, j'ai eu cette idée d'enregistrement, de vidéo, et j'en ai parlé avec les résidents. Et du coup, les résidents étaient hyper partants. Il y avait le gars qui adorait le bistrot à Jette, un gars connu qui était dans notre maison de repos, qui adorait parler, faire l'acteur, le show. Je me suis dit, bah, ça c'est bien. Et du coup, j'ai repéré une dizaine de résidents au départ. Et du coup, on a commencé à proposer des collaborations à toutes les associations qui se trouvaient autour de la maison de repos. Et c'est comme ça qu'est né Papy Boom. D'abord la web-série, qui n'était pas une ASBL, et maintenant c'est devenu une ASBL depuis 2016. Et là, on organise une fois par an des Olympiades interrom à Molenbeek. Donc on réunit les maisons de repos à travers diverses activités qui sont animées par une classe de 6e animation. On a aussi créé une école de devoirs dans la maison de repos Les Acacias, qui a été reconnue Génial. par l'ONE il y a 1 mois et demi. Donc Génial. voilà, et du coup c'est les seniors qui tissent un lien avec le voisinage, les familles. Qui vont les aider. Voilà, c'est ça. Et du coup, ils sont rémunérés aussi parce que comme la ASBL est reconnue par l'ONE, je peux les rémunérer fin du mois. Et ça leur fait toujours un peu, comme on sait, en maison de repos, la plupart ont pas énormément, une petite pension. Ils ont déjà du mal à payer leur chambre. Et puis ils reçoivent le revenu intégration qui est de 90 et quelque chose euros pour quand même une grande partie. Et du coup, ça c'est une bouffée d'oxygène pour eux de recevoir une certaine somme fin du mois. Voilà, c'est quelque toutes des part, initiatives. vous luttez contre l'isolement, quoi. Voilà, c'est ça, c'est super, vraiment hein. créer des ponts, créer des liens, essayer de proposer quelque chose de différent qui
attire d'autres institutions, d'autres personnes. Et voilà, comme un peu le mariage oriental qu'on avait fait avec deux résidents qui voulaient se marier. Et du coup, comme on était à je vais pas connoter Molenbeek, mais voilà, on était dans un quartier, voilà, et du coup, il y avait une population marocaine et on s'est dit, ben voilà, et les mamans marocaines, j'ai réussi à les impliquer dans ce mariage. Ils ont fait un candy bar, elles ont fait plein de choses à manger pour les résidents, c'était extraordinaire, un trône, une chanteuse, tout ça, j'ai pas payé grand chose, hein. Elles ont tout ramené d'elles-mêmes parce que les mamans marocaines, elles adorent cuisiner, elles adorent faire plaisir par la nourriture et faire du bien par la nourriture. Et du coup, ben on leur a fait je vous dis pas, c'était la pagaille, j'arrivais plus à gérer, il y avait trop de monde dans la maison de repos. Voilà, du coup, on est loin du Covid, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, bon, ça c'était avant le Covid, mais depuis le Covid, ben là je sais pas si je peux rebondir par rapport à ça, par rapport aux activités qu'on a mis en place, mais là voilà, comme tu l'as bien dit, ben on s'est retrouvé voilà, où chaque résident est enfermé en chambre, et là on travaille. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire, parce que mon travail c'est de créer du lien, de créer des activités, et là je peux plus. Donc on a pris quelques initiatives. On a créé un commerce mobile qui s'appelait le Papi Shop. Donc c'était un commerce mobile. Papi Boom, Papi Shop. Papi Shop, voilà, on est toujours dans les papis quelque chose, ou mamie, on a aussi. Ouais, les mamies elles sont. Ouais, moi je suis féministe, hein, ouais, voilà. Bah ouais. Et du coup, ben voilà, c'était un commerce mobile où les résidents pouvaient acheter leur aliments, donc on leur faisait les courses, on distribuait ça avec le Papi Shop, ou ça nous arrivait de recevoir des dons aussi, donc on distribuait aussi ça par le Papi Shop. C'est un magasin, c'est vraiment, on a construit ça avec un magasin que je sais pas si je peux citer. Oui, vous pouvez, allez-y. Le Deleuze, qui est vraiment un super Deleuze à Belgica, ils ont une équipe extraordinaire, et ils nous ont offert pour plus de 2000 € de chocolat. Wow. Il y avait une solidarité quand même avec la population qui essayait de créer des masques. Il y avait certains groupes qui, voilà. Et du coup, ben, le Papi Shop, il y a eu quoi d'autre? On a aussi, parce qu'à 20h, ben, tout le monde applaudissait les infirmiers. Et ce qu'on avait fait une fois, c'était de faire un karaoké sur les balcons. Donc j'avais ramené un gros baffle, on avait mis de la musique, tous les résidents étaient sortis sur leur balcon et on avait filmé ça, on avait invité les résidents à sortir, les voisins, et du coup voilà. Donc les papis chez vous ils doivent s'amuser, hein. On fait les fous, on est dynamisés. Mais au début c'était difficile, quand je suis arrivé avec mon idée, on m'a dit, mais Youssef, t'es fou, non, on est une maison de repos quand même, il faut leur faire des petites activités et tout, et moi je suis pas comme ça, et du coup bon, j'ai réussi à bousculer un peu les mentalités. Voilà, c'est ça, bien. Auprès de ma direction, qui maintenant sont contents parce que voilà, quand ils voient les résultats, et est-ce que les, c'est bon, voilà, pour eux, quoi, pour leur santé mentale. Et alors la dernière chose qu'on avait faite, et puis voilà, je passe la parole, c'était un projet qu'on avait fait avec une maison du Québec. Donc c'est une maison du Québec qui nous a contactés pendant le confinement et qui était dans la même dynamique que nous aussi, avec des vidéos, de vouloir créer du lien avec d'autres institutions. Et on a fait une vidéo à distance où mon résident parle avec une résidente et ça finit sur une musique et on dirait qu'ils sont l'un près de l'autre. On fait des petits montages et tout. Voilà. Mais chers auditeurs, on va continuer avec nos invités. Peut-être que ça vous donnera aussi des idées. Papi Boom, Papi Show, Papi Shop. On aura Papi tout Booster. Papi Booster, donc c'est sympa. Restez avec nous, on revient dans votre émission Santé pour tous. On parle des maisons de repos aujourd'hui avec nos spécialistes. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour dans votre émission Santé pour tous. Juste avant la pause, on découvrait tout ce qui était Papi Show, Papi Room, avec Monsieur Kadar et toutes ces idées qui viennent un peu bousculer ce qu'on connaît des maisons de repos, hein, la maison de repos classique. Et ça fait du bien. Voilà, et ça fait du bien, hein, évidemment, ça fait du bien, ça fait sourire. Et on se dit que, voilà, que heureusement que nous avons des éducateurs, des animateurs dans les maisons de repos. En off, c'est vrai que vous disiez qu'en France, le système est un peu différent, hein, parce que je parlais de mon grand-père pour que vous sachiez, chers auditeurs, je me suis permise de rigoler sur mon grand-père, paix à son âme, qui m'avait dit un jour, ouais, voilà, je me suis remariée avec une petite jeune, il avait 85 ans, on est parti vite voir à la résidence qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qu'il nous avait encore fait, parce que c'était un comique, mon grand-père, il avait beaucoup d'humour, comme sa petite fille d'ailleurs, je crois. À mon avis, ça doit être de famille. Et du coup, il s'était remarié en effet avec une dame de 65 ans, il en avait 85, il nous avait dit, je me suis mariée avec une petite jeune, donc on a rencontré cette petite dame toute gentille. Voilà, c'était une chouette petite histoire et Monsieur Kadar me disait en off, justement, il y a des personnes qui ne font que du social en France et qui vont pousser. Enfin, si par exemple il y a cette demande d'avoir envie de se marier ou de faire des choses, voilà. Il y a possibilité en fait. C'est ça, plus ouvert. Moi, c'est ça. Ils ont un RVS, donc un responsable de vie sociale, et du coup, lui, il est là pour dynamiser l'institution, dynamiser les liens sociaux, et c'est super important. Et donc pas que ce côté médical. Parce que responsable de vie sociale, en sachant, enfin, chers auditeurs, que la vie sociale, ça fait partie de l'équilibre psychologique aussi. Oui. Hein, donc, l'équilibre, c'est psychologique, biologique, voilà. Et voilà. Donc, pardon ?
Et social. Et social, donc c'est hyper important d'avoir des contacts sociaux pour le bien-être psychologique et donc voilà. Je vais retourner du coup vers Dr Tigra. Est-ce que pendant la pandémie vous avez été obligé de faire vos consultations à distance avec les résidents et voilà, et comment ça s'est passé la collaboration avec les différents professionnels, parce que ça a dû être un peu plus compliqué du coup pendant le confinement? Donc en fait, il y a eu plusieurs phases, mais disons que quand tout s'est refermé, c'est vrai que là, plus personne ne pouvait rentrer, à part les soignants finalement qui avaient un contrat d'employé avec la résidence. Mais donc tout ce qui était coiffeur, soins, même les kinés par exemple, qui font aussi des soins qui sont essentiels, ne pouvaient pas. Les kinés indépendants donc ne pouvaient pas rentrer, les pédicures. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses. Donc on est vraiment passé pendant tout un temps aux soins primaires et on a laissé de côté parfois des choses qui sont quand même importantes et qui faisaient en tout cas du bien à nos patients. Et c'est vrai que même les médecins, finalement, quand la maison était entre guillemets en jaune, donc toute la maison était en Covid, voilà, il fallait venir en combinaison et tout ça. Et donc voilà. C'était compliqué, donc beaucoup de médecins ne venaient pas. C'est vrai que le médecin coordinateur a été plus sollicité, mais voilà, la maison est restée ouverte en tout cas aux autres médecins généralistes. Il y a beaucoup de généralistes aussi qui ont, voilà, la moyenne d'âge est quand même élevée, donc il y a beaucoup de généralistes qui avaient leurs propres facteurs de risque et donc qui devaient aussi limiter leurs interventions. Mais donc voilà, ça a été quand même assez compliqué et on s'est appuyé effectivement beaucoup plus sur les données que l'infirmière l'aide-soignante nous transmettait pour gérer un maximum de choses par téléphone. Et puis, effectivement, de temps en temps, il fallait quand même se déplacer, prendre les paramètres du patient. Et puis, mais voilà, donc toujours en se limitant finalement à l'essentiel. Donc voilà, quand on va visiter un patient en chambre, on va prendre juste son stéthoscope, son tensiomètre, voilà, le moins de matériel possible pour ne pas contaminer son matériel et puis pas transmettre l'infection à la chambre d'à côté si jamais le patient était positif, parce que voilà, on était un petit peu en plus, là, je pense que la première vague c'était plus compliqué parce qu'on savait pas vraiment à quoi s'attendre, on savait pas trop, c'était nouveau, il y avait plein de symptômes qu'on connaissait pas encore, enfin c'était vraiment pas évident non plus. Donc nous en tant qu'intervenants, nous c'est vrai que la première vague on nous a demandé de fermer quand même, on devait faire les consultations à distance. Ils n'ont pas fait de la deuxième mais non, vague, la deuxième on a pu rester sur place et on a pu continuer à consulter et on continue à consulter jusqu'à aujourd'hui parce que je crois qu'ils ont dû se rendre compte que la santé mentale c'était quand même et heureusement ça, ouais, enfin sinon je crois que les hôpitaux auraient été surchargés hein. Donc oui, clairement, enfin. Et c'est vrai que finalement, ça a été l'occasion aussi de développer beaucoup plus la téléconsultation. Oui. Pas pour la médecine générale, mais voilà. Oui, chez nous aussi. Vous le disiez pour vous, pour les spécialistes. Donc beaucoup de spécialistes ont transformé les consultations finalement qui étaient prévues en téléconsultation. Donc c'est vrai que les gériatres ont été très disponibles aussi par téléphone pour voilà nous aider à prendre les bonnes décisions. Voilà, on n'avait pas discuté à joindre aussi un infectiologue pour voilà avoir un autre avis sur les décisions à prendre. Et les kinés, comment ça se passait? Parce que la kiné, pour des personnes en maison de repos, c'est quand même important aussi. Enfin, ils pouvaient plus venir ou les kinés, parce que en général pour les maisons de repos et de soins, donc en général il y a quand même des kinés qui sont prévus dans le forfait. Donc il y a quelques kinés internes. Donc ceux-là, ceux-là pouvaient rester, mais effectivement il y avait des patients qui avaient moins de difficultés de mobilité, qui avaient leur propre kiné qui les accompagnait. Donc ceux-là ne pouvaient plus rentrer. Donc effectivement, je pense que on n'est pas en mesure aujourd'hui peut-être de faire le bilan, mais effectivement, je pense que beaucoup de patients se sont dégradés sur le plan locomoteur parce qu'ils avaient moins d'espace pour se déplacer. L'appétit, effectivement, quand on mange seul dans sa chambre, on est moins motivé. C'est normal quand on déprime. Donc voilà, il y a beaucoup de patients. Donc voilà, on parle du syndrome de glissement que les psychologues connaissent bien. Et donc voilà, beaucoup de patients, voilà, se sont laissés aller, voilà, littéralement. Oui, aller. Et puis voilà, parfois ici, moi dans les résidences où je travaille, on avait trouvé un système de tablettes où finalement les familles pouvaient avoir, donc on faisait des places de rendez-vous d'une demi-heure et donc les gens s'inscrivaient, ils pouvaient avoir des contacts, mais chez les patients, en tout cas très âgés, les patients déments, souvent c'est très compliqué parce que l'audition n'est pas bonne, parce que le contact physique parfois c'est la seule chose par laquelle passe le contact, et donc voilà, ces mesures-là n'étaient pas insuffisantes pour bon nombre de nos résidents. Donc ça a été vraiment pénible pour... Mais du coup, Monsieur Tavera, vous pouvez peut-être rebondir là-dessus. Quelles ont été les conséquences psychologiques
du fait de vivre dans ces maisons de repos et durant le Covid, quoi. Comme on l'a déjà dit, On l'a dit tout à l'heure. Exactement. Donc énormément d'anxiété, que ce soit pour les questions liées au corona lui-même, à savoir les implications que ça pourrait avoir au niveau de leur vie. Est-ce que ça va engendrer la fin de leur vie justement ou non? Et le fait d'avoir un manque de visite, le fait que par exemple ils voient plus leurs proches, est-ce que ça a pu aussi déclencher ou même amplifier peut-être le mal-être ou la maladie? Certainement, oui, puisque comme on le sait, le psychologique et le biologique sont intrinsèquement liés, et le fait est que si le psychologique ne suit pas ou s'effondre, il est fort probable que le biologique lui aussi tend à si pas s'effondrer, en tout cas s'affaiblir fortement. Et là où une personne, par exemple, aurait pu peut-être être contaminée par le corona, mais ne pas développer les symptômes, peut-être que justement avec cette fragilité psychologique qui s'est installée du fait du manque de relations, cet emprisonnement, comme on l'a dit, être enfermé dans un 10 mètres carrés, c'est pas agréable, pas du tout. Eh bien, ça peut mener justement le système immunitaire à répondre moins bien et à faire en sorte que la maladie puisse se développer très fortement et très rapidement et engendrer malheureusement parfois la mort, si ce n'est d'autres complications, quoi. Du coup, c'était super important de pouvoir garder une bonne santé mentale, même s'ils avaient le Covid, c'était important d'être là pour eux au niveau santé mentale, quoi. Exactement. D'accord. Et de ce qui a été mis en place, comme on a dit tout à l'heure, pas tant que ça en fait. C'est-à-dire que de toute façon, les mesures limitaient un peu le champ d'action et que a priori, à part le distanciel, comme on disait, avec les technologies, etc., il n'y avait pas grand-chose qu'on pouvait faire, en fait. Mais je sais pas, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'on s'est fort focalisé peut-être sur leur santé, parce qu'on avait tellement peur pour eux, sur leur santé physique, parce qu'on avait tellement peur pour eux, que c'est vrai, c'est hyper dangereux le Covid pour les personnes âgées, donc ça on le sait. Mais est-ce que du coup, on aurait peut-être un peu négligé l'aspect psy et qu'on aurait peut-être dû aussi prévoir plus d'intervenants, plus d'interventions au niveau psychologique? Alors là, je sais pas. Je pense que malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que en situation de crise, on a tendance à se focaliser sur un seul point, qui est le point essentiel, sur lequel tout le monde se concentre. Et là, malheureusement, c'est une maladie. C'est sur celui qu'on voit. Voilà, exactement. Pas sur celui qu'on voit pas. Une maladie biologique, donc on s'intéresse plutôt au biologique et les autres aspects, on les laisse plutôt de côté. Et ça, malheureusement, on le retrouve dans plein de situations. Dès qu'on est dans une situation de crise, on privilégie un point, celui qu'on voit, et les autres, on tend à les négliger. D'ailleurs, on l'a vu, première vague, les psys, on les a laissés de côté. Oui, c'est vrai. La deuxième vague, on les a pas laissés de côté. On nous a même mis en première ligne. Voilà, exactement. Ouais. Oui, donc oui. Je veux dire, et puis au-delà, donc c'est vrai qu'il y a un petit peu une question, une attitude paternaliste des autorités qui décident qu'on va protéger certaines personnes âgées et parfois au détriment de ce que eux auraient souhaité. Moi, j'ai par exemple une dame ici, la semaine passée, qui a écrit une lettre à la radio, au ministre, pour expliquer que pour elle, les fêtes, c'est essentiel et pouvoir se réunir avec ses enfants, ses petits-enfants, c'était quelque chose d'essentiel. Donc voilà, elle me disait ça avec les larmes et avec toute l'émotion, et donc voilà, que je peux tout à fait, qu'on peut tout à fait comprendre. Et voilà, c'est vrai que ça, c'est un petit peu parfois compliqué de se dire que les patients n'ont pas spécialement leur mot à dire. C'est vrai que voilà, ils risquaient de faire un travail finalement qui est intéressant, de se dire voilà, on a des directives. Pour l'instant, Bruxelles est en niveau 2, donc c'est considéré comme ça pour l'instant au vu du nombre de chiffres. Et donc voilà, il y a des choses qui sont autorisées. Par exemple, il peut y avoir les activités, certaines peuvent être faites, mais pas avec des intervenants extérieurs. Voilà, et en fonction du niveau, par exemple, les patients là maintenant peuvent sortir 2 heures, mais pas plus en extérieur, en principe pas en famille, sauf choses essentielles. Et donc voilà, parfois, voilà, c'est à nous, entre guillemets, d'évaluer les situations au cas par cas. Par exemple, quand on a une personne en soins palliatifs, ben là, effectivement, on va organiser les choses pour que la famille puisse quand même venir, voilà, pour qu'il puisse y avoir du temps, pour qu'il puisse y avoir un accompagnement. Donc, on ne se rend pas toujours compte que être en maison de repos, c'est-à-dire que c'est parfois sous contrainte, c'est-à-dire que les personnes ne veulent pas aller en maison de repos, exactement, mais qu'elles y sont contraintes et que du coup, c'est vécu parfois peut-être comme un emprisonnement ou voilà, parce que bon, voilà, ils voient pas l'intérêt d'aller en maison de repos, sauf qu'ils sont plus autonomes et qu'ils ont besoin d'aide et que aujourd'hui, il y a aussi, moi, je reçois parfois en consultation des familles qui se culpabilisent aussi de mettre leurs parents en maison de repos et en même temps, la société nous demande de tous les deux travailler et donc qui va s'occuper de la personne âgée si elle est à la maison? Il y a ça. Et puis alors, moi, j'avais lu aussi
justement, je crois que c'était une famille qui voulait récupérer, je crois que c'est son papa. Oui, c'est un papa qui était en maison de repos et qui disait moi, mon papa, il reste pas en maison de repos pendant cette période de Covid, il revient à la maison. Et la maison de repos avait refusé en retenant le papa, le grand-père, là, à la maison de repos, en disant non, c'est trop dangereux, il est hors de question, il reste à la maison de repos. Et il y a eu toute une bataille juridique entre la famille et la maison de repos qui voulait pas lâcher le résident, et la famille qui disait mais non, les gens meurent en maison de repos, on veut reprendre notre papa. Il revient avec nous. S'il part, il reviendra plus. Enfin, il y a eu des disputes comme ça pendant la première vague. Enfin, moi, j'avais lu quelques articles et quelques situations comme ça qui avaient été médiatisées. Mais c'est vrai que on se rend pas compte de tous les enjeux non plus qu'il y a derrière, en fait. C'est vrai, mais normalement, la maison de repos n'a pas le droit de je ne sais pas plus laisser sortir. C'était à Bruxelles? Oui, je crois que c'était à Bruxelles, mais en fait, elle a dit que s'il partait, il pourrait plus revenir ou quelque chose comme ça. C'était pendant la première vague. C'était pendant la première vague. Ah oui, c'était sûrement peut-être un. C'est l'histoire oui. Non, mais il voulait le récupérer, mais le garder un petit temps quand même. Ça c'était pas possible. Mais on pouvait pas le ramener après. Voilà, si c'était pour le récupérer définitivement, je pense pas que la maison de repos. Alors ça veut dire qu'il était désinscrit de la maison de repos. Voilà, c'est ça. Et qu'il pourrait plus revenir jamais. Et je pense que la famille, ça, était pas d'accord. Ah voilà, c'est ça, et c'est de là qu'est parti le conflit. Plusieurs fois, donc la question s'est posée. On m'a posé la question et on m'a demandé de donner mon avis par rapport à ces situations-là. Donc effectivement, voilà, je trouve que une personne âgée chez lui à domicile avec un cercle très restreint est peut-être moins à risque dans une institution où finalement il y a une concentration, il y a plein d'intervenants et voilà. Mais c'est vrai que c'est un choix positif chez certains patients. Donc il y a quand même des patients qui décident de rentrer en maison de repos, ça existe. Parce que c'est pénible chez eux, parce qu'il y a un risque de chute, et voilà, ils se sentent sécurisés justement par la présence. Parfois, la solitude est plus marquée à la maison parce qu'il n'y a pas d'enfants ou parce que les enfants sont finalement peu présents. Donc voilà, certains arrivent vraiment à avoir une autre vie en institution, et pour d'autres personnes, effectivement, c'est après avoir été hospitalisés finalement que l'évidence est là et que ils savent qu'ils pourront plus retourner. Et donc, c'est vrai que c'est un travail, parfois qui dure des années, parfois c'est jamais accepté par le patient. C'est ça. Et il y a des patients qui fuguent aussi. Hein. Ouais. Vous avez vu, hein. Il y a des patients fugueurs. Encore hier, j'ai coursé un résident. Vous voyez, mais bon, il voulait absolument aller à l'hôpital, à la pharmacie acheter un truc et tout. Mais par rapport à ce que disait docteur Docteur Sigra, c'est vrai qu'il a tout à fait raison, parce que en plus le lien famille résident c'est primordial et indispensable pour les résidents. Moi je me rappelle d'un cas, j'ai une résidente, je vous assure, elle était en soins palliatifs et tout le monde pensait qu'elle allait mourir, et en fait la famille a augmenté le nombre de visites et cette femme, elle a revécu. Oui. Je vous assure, moi j'étais choqué. Sur 10 ans de travail. C'est comme le pot à pot chez les bébés. Les grands prématurés, vous faites du pot à pot. Il y a des infirmières qui se relaient pour faire que du pot à pot chez les tout petits bébés. C'est pareil en fait. L'être humain, c'est un être sociable. Il a besoin d'être en contact avec le monde extérieur. On ne naît pas tout seul. Et donc c'est la définition même de l'humain. C'est d'être en contact avec l'autre. Et sans contact avec l'autre, on n'a pas de raison de vivre en fait. Donc voilà, donc c'est hyper important cet aspect de socialisation. Et j'aimais bien ce que Dr Khalil disait la dernière fois. On avait un pédopsychiatre qui était venu dans une autre émission nous parler de santé mentale chez les enfants. Et justement, ce qu'il disait, c'est que si la santé mentale va pas bien, ça impacte la santé physique. Par contre, si on est malade physiquement, on n'est pas forcément malade psychiquement. Et donc, c'est vraiment important de prendre soin aussi du psychisme en fait. Et donc d'avoir ces temps-là où on réfléchit à comment permettre à ces résidents et peut-être même conseiller les familles des résidents, comment elles doivent s'y prendre pour que les résidents aillent bien sur le plan psychologique aussi. On va partir vers notre pause au milieu de notre émission. Chers auditeurs, aujourd'hui on parle des maisons de repos avec le docteur Sigra, avec monsieur Kadar et avec Thiago Tavera. Et donc je vous dis à tout de suite, on revient pour la deuxième partie de l'émission. Vous avez encore 1 heure avec nous et nous répondons aussi à toutes vos questions sur la page Santé pour tous de notre émission. Je vous dis à tout de suite.
Nous sommes de retour dans cette deuxième partie de l'émission Santé pour tous. Aujourd'hui, nous sommes avec le docteur Tigra, qui est coordinateur en maison de repos. Nous sommes aussi avec monsieur Kadar, qui est éducateur spécialisé dans la maison de repos des Acacias et qui est un peu connu aussi pour sa série Papy Boom et toutes les activités qu'il mène pour les papis et les mamies, en tout cas du côté de Molenbeek, qui nous en a parlé un petit peu tout à l'heure. Nous sommes aussi avec Thiago Tavera, qui est spécialisé en psychologie clinique et en oncologie, qui travaille à l'espace santé famille pour le moment. Et donc, nos trois spécialistes ont commencé ça fait déjà une bonne heure, qui nous éclaire un peu sur les besoins et le vécu des patients en maison de repos. C'est vrai que il y a quand même, on en discutait un peu en off, mais certaines familles culpabilisent beaucoup de mettre leurs parents en maison de repos. Et puis d'autres se disent j'ai pas le choix finalement, on travaille, donc qu'est-ce que je peux faire pour j'avais une famille comme ça que je connaissais. Bon, j'espère qu'ils m'en voudront pas de donner cette info, mais je trouvais que c'était un peu cocasse. Ils avaient été en France et ils avaient acheté un genre de détecteur comme ça pour localiser leur maman qui était démente. Et donc en fait, elle avait un genre de montre comme ça où on pouvait la localiser. Et du coup, chaque enfant venait, il y avait un certain nombre d'enfants, chaque enfant venait chaque jour, donc un enfant par jour, et puis au moment des repas, etc. Et puis quand elle s'enfouillait de la maison ou qu'elle se perdait, il les retrouvait avec la montre géolocalisation, quoi. Et ça permettait qu'elle n'aille pas en maison de repos. Après, des idées aux auditeurs, acheter des montres géolocalisantes, etc. Pas forcément, mais c'est vrai que je pense que c'est pas toujours évident de laisser. Mais il y a aussi un autre facteur. Sur Bruxelles, c'est le prix de l'immobilier qui n'arrête pas d'augmenter et le coût de la vie qui est une différente. Parce qu'avant, avec un salaire, on pouvait subvenir aux besoins de sa famille, s'acheter une maison. Maintenant, avec un salaire, c'est impossible. C'est impossible. Ouais. Donc du coup, c'est aussi un des facteurs qui fait que les familles n'arrivent plus à assumer et que les coûts deviennent de plus en plus chers. Je pense il faut une chambre aussi pour la personne. De la place, et le mètre carré est très cher à Bruxelles. Donc, je crois qu'au-delà de ça, parce que les maisons de repos, c'est pas bon marché non plus. Ouais, c'est vrai. Mais il y a une intervention. C'est vrai que dans les maisons de repos, par exemple, quand un résident ne sait pas payer sa chambre, il y a une intervention du CPS qui fait que. Mais bon, c'est vrai que c'est. Et ça peut arriver qu'il arrive carrément pas à payer sa chambre parce que ils sont quand même des pensionnés, ils ont une petite pension, non ? À Bruxelles, la pension c'est la moins élevée sur les 3 régions. Ah ouais. Et du coup, c'est vrai que les prix des maisons de repos augmentent de plus en plus. Et comme dit le docteur. Pour une chambre double, je pense qu'en dessous de 1 000 €, c'est quasi impossible. Wow. Ouais, non. Ouais. Et il faut compter après, s'il y a une pédicure, s'il y a des soins, s'il y a des suppléments. Ouais. Mais on va dire que c'est vrai que pour les personnes qui n'ont pas de famille, c'est vraiment intéressant pour eux parce que même s'ils ont une petite pension de 600 € ou 500 €, l'État intervient et du coup ils ont quand même à manger chaud le midi, ils ont le soir, ils ont un petit déjeuner, ils ont un cadre quand même qui est quand même plus ou moins beau, qui est accueillant. Et je me dis pour ces personnes-là, ça c'est chez vous aux Acacias. Non, c'est comme ça. Je pense que toutes les maisons de repos maintenant respectent des normes en termes de bâtiments qui affectent toutes les petites maisons de repos fermes et on se retrouve avec des grands bâtiments, mais je pense que c'est vrai que c'est pas une décision qui est facile. Ouais. Certains patients se voient décliner, sont tout à fait lucides et parfois font l'expérience de tomber par terre, de passer toute la nuit au sol et finalement d'être découverts par l'infirmière à 8h du matin et puis se disent moi je peux plus, ça peut plus aller, et donc finalement font le choix positif de rentrer en maison de repos, parfois même bien avant d'être réellement dépendants. Et puis c'est vrai que parfois c'est des situations comme ça où le médecin, il m'arrive, j'ai des patients comme ça où la démence prend de plus en plus de place et donc on sent que les patients sont en danger, mais on sait que c'est le sujet qu'il faut pas aborder, quoi. Le patient ne veut absolument pas entendre parler de maison de repos. Et dans ces situations-là, c'est même parfois compliqué de passer par un juge, parce que j'ai eu des situations parfois où c'est compliqué, où on se dit est-ce que le patient est en danger pour lui-même, est en danger pour les autres. On habite dans un immeuble, on oublie d'éteindre le four. Oui, ça peut mettre en danger l'intégrité physique des autres habitants quand même. Tout à fait. Et donc c'est vrai que il y a des situations comme ça où finalement le patient arrive, se dégrade, n'arrive plus à s'alimenter, est faible, ne tient plus debout, et puis il accepte d'être hospitalisé, et puis finalement on fait une mise au point et on se rend compte que le patient n'est plus suffisamment autonome. Et c'est vrai que s'il n'y a pas de famille derrière, s'il n'y a pas suffisamment de soutien, parfois c'est la seule
alternatives possibles. Pour le protéger, en fait. Hein, Voilà. c'est ça, c'est le protéger de lui-même parce qu'il se rend pas compte que, ou il accepte pas, qu'il perd son autonomie et qu'il se met en danger. Alors, ouais. Monsieur Tavera, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil peut-être à nos auditeurs pour leur faire comprendre qu'il faut aussi soutenir davantage leurs parents, leurs grands-parents, enfin les personnes âgées durant cette période? Qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller? Comme on l'a déjà dit, on pourrait se baser sur la chance qu'on a de vivre dans cette époque actuelle, c'est-à-dire utiliser la technologie et l'utiliser comment? Donc en appelant régulièrement, par exemple, les résidents, quoi. Mais pas seulement les appeler au téléphone, mais les avoir aussi en vidéo. Certes, ça ne remplace pas le contact, parce que le contact, bon, on l'a déjà dit, c'est important pour nous. On est un être social qui a besoin de ça. Mais le fait de rajouter la vidéo, ça va permettre d'aider aussi, d'avoir plus d'informations visuelles. Et donc, c'est mieux, en fait, que simplement écouter une voix. Mais il y a d'autres activités, bien sûr, qu'on peut faire. Et notamment, le projet Papy Boom est un bon exemple, hein. Voilà, donc il y a tout un tas de choses qu'on peut faire, et il y a aussi le fait de s'intéresser en fait au résident, de s'intéresser à sa vie, de lui demander comment il va, de vraiment en fait échanger avec lui, pas simplement l'appeler pour dire voilà je t'ai appelé aujourd'hui parce que c'est une obligation, non, c'est vraiment l'inclure en fait dans sa vie, dans la vie familiale, et c'est ça en fait qui va lui permettre aussi de se sentir vivant. C'est ça. Et du coup, Monsieur Kader, qu'est-ce que vous avez mis en place pendant le Covid pour maintenir le lien entre les proches et les résidents? Ok, alors c'était pas évident, donc si je reviens au tout début, en mars, c'était la première semaine de mars, c'était d'ailleurs mon anniversaire, le 7 mars, je me rappelle comme ça, mais c'est vrai que au tout début c'était vraiment difficile, donc c'était surtout des appels vidéo via Skype, via WhatsApp, essayer de garder le lien malgré tout parce qu'ils pouvaient pas rentrer. Et puis quand le déconfinement a commencé tout doucement vers mai, là on a commencé à faire des visites avec des parloirs, c'était une visite toutes les 30 minutes, c'était surveillé, ils devaient garder une distanciation sociale, voilà, et donc ils pouvaient se donner des choses. Donc quand il y avait un aliment qui devait être donné, il devait être en quarantaine pendant 48 heures si mes souvenirs sont bons, je sais plus, je crois que c'est ça, 48 heures. Ça doit être ça. Ouais, voilà, 48 heures, et du coup, voilà, il y avait toute cette organisation qui s'est mise en place pour, et du coup, comme il y avait moins d'animation, on devait s'occuper de ça. Moi, j'avais vu aussi dans les médias un grutier, je crois, ou quelqu'un qui avait fait monter dans une grue c'était avec des gens. Comme il n'avait pas de travail, le gars il avait rien à faire, il a dit je vais mettre ma grue au service des gens qui veulent voir leur famille et tout. C'était avec un lift. Un lift. Voilà, je me rappelle, c'était avec un lift. Il était monté, ils avaient offert des roses à des résidentes. C'était minouche comme tout. C'était vraiment... Et du coup, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il faut faire preuve de créativité aussi, en fait. Et ce qu'on pourrait dire aussi à nos auditeurs, c'est soyez créatifs pour leur montrer que vous les aimez. Et il y avait aussi tout un petit mouvement, j'ai vu qu'il y avait des classes qui faisaient ça, qui écrivaient des petites cartes et qui venaient devant les fenêtres faire des coucous aux personnes âgées pour justement leur montrer qu'on change un peu, change un peu les idées. Et là, ce mouvement est en train de reprendre maintenant parce que c'est bientôt les vacances de Noël. Donc pour Noël, ils sont en train de tous, j'ai reçu au moins 4-5 appels d'école pour venir présenter des petites cartes, et on a pensé à une interaction un peu... chouette. Vous n'allez pas déclarer. Voilà, je vais pas déclarer. Je vais garder pour moi. Ça sera la surprise pour Noël, on va dire. D'accord, ok. Docteur Tigra, moi j'avais quand même une question. Quelle est la différence entre la prise en charge dans les maisons de repos et le service de gériatrie? C'est pas la même chose? C'est pas la même chose, mais voilà, donc ça s'adresse à des patients différents, des pathologies différentes. Un service de gériatrie, c'est un service qui est plus médicalisé. Il y a peut-être plus de personnel, et encore, ça j'en sais rien. Il y a, du fait que c'est à l'intérieur de l'hôpital, forcément, on a les examens qui sont peut-être plus accessibles. Si on a besoin d'urgence d'adresser le patient pour un scanner cérébral, un scanner du thorax, c'est plus facile que de chez nous. Il y a certains médicaments qui sont peut-être plus disponibles, qui ne sont pas autorisés en dehors de la maison de repos. Mais sinon, j'ai envie de dire, ça dépend un petit peu du type de pathologie par rapport au Covid, puisque c'est notre sujet ici principal et la maison de repos.
quand on a un patient qui a une atteinte qui est légère, comme vous en connaissez certainement autour de vous, des gens voilà, qui ont quasi pas de symptômes mais qui sont quand même positifs, en fait, il n'y a pas de prise en charge spécifique. Et donc pour ces patients-là, où parfois il y a une petite désaturation, donc on met de l'oxygène, ça c'est des choses qu'on peut faire en maison de repos aussi. Donc dans la mesure du possible, en fait, il vaut mieux garder le patient dans son institution, avec les soignants qu'il connaît, avec ses repères. Ça c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est important. Et voilà, et parfois quand on est dépassé entre guillemets dans les moyens ou qu'on recherche autre chose, on va adresser le patient dans un service de gériatrie, et encore parce que si la situation est critique, il sera plutôt dans les soins intensifs. Et la gériatrie, c'est quand ça va mieux déjà. Ouais. C'est quand on est stabilisé en fait, c'est ça. C'est ça. Ouais. Monsieur Tavera, vous êtes d'accord avec ça, du fait que justement c'est mieux de peut-être garder la personne en maison de repos par rapport à son suivi, surtout si c'est une personne démente par exemple? Totalement. Et puis je pense qu'on a la réponse dans la question. Si la personne est démente, c'est qu'elle a forcément, je ne veux pas dire handicap, mais disons qu'il y a des choses pour lesquelles elle n'est plus forcément apte à répondre d'elle-même. Et forcément, comme on l'a déjà dit aussi, l'autonomie sera impactée. On sait que l'autonomie peut être impactée ne serait-ce qu'avec l'âge et les différents problèmes que la personne aurait pu avoir durant sa vie. Mais s'il y a démence, forcément, ça va être encore plus impacté. Et donc, à partir de ce moment-là, on sait que il y a des domaines dans lesquels la personne ne pourra plus s'auto-gérer et elle peut même constituer un danger pour sa propre vie en fait, et comme on l'a dit aussi pour les autres, si elle habite par exemple dans un immeuble. Et donc par conséquent, il est logique qu'un accompagnement spécial lui soit adressé en fait. Oui, et alors peut-être aussi le fait de rester dans un endroit où elle a ses repères, si elle est démente, c'est plus rassurant et plus sécurisant forcément, je suppose. Du coup, docteur Tigrin, est-ce qu'il y a des pathologies spécifiques, des maladies spécifiques qu'on retrouve spécialement chez les personnes en maison de repos? Parce qu'en dehors du Covid, je suppose qu'elles ont aussi d'autres maladies. C'est ça, donc c'est des patients qui sont, en général, qui ont des problèmes de motricité, donc qui sont dépendantes physiques parce qu'ils ont eu des fractures de hanche, fractures du bassin, parfois des douleurs qui les invalident, parfois des séquelles d'AVC avec une hémiparésie par exemple du corps, donc voilà, des problèmes de mobilité. Ça peut être après comme forcément ce sont des patients âgés, alors il y a toutes les pathologies chroniques, finalement avec leurs complications, diabète, hypertension, maladie cardiovasculaire, j'en passe, démence bien sûr, toutes les pathologies psychiques. Et puis il y a aussi toutes les pathologies psychiatriques finalement, parce que c'est des patients qui vieillissent aussi, donc il faut à un moment leur trouver une place quelque part. Et donc parfois c'est un public justement qui est plus jeune, les patients qui ont avec des problèmes psychiatriques, des problèmes psychiatriques, et parfois la maison de repos. Toutes les maisons de repos qui acceptent, parce que moi j'ai quelques patients qui sont au niveau psychiatrique, qui se retrouvent isolés si par exemple les parents sont décédés ou autres, et parfois donc qui doivent se retrouver en maison de repos et qui ont peut-être 50 ans ou autres, mais qui ont des gros troubles, donc genre schizophrénie, etc., et qui n'ont peut-être pas de famille autour, et donc se retrouvent en maison de repos. Mais pas toutes les maisons de repos acceptent de prendre des personnes avec des pathologies psychiatriques. En fait, à Bruxelles, chaque maison de repos peut accueillir, si mes souvenirs sont bons, je pense que c'est 4% 4 ou 3% de la population totale qui peut entrer. Donc, une personne qui a moins de 60 ans. Donc, une personne qui a moins de 60 ans, elle doit représenter 3 ou 4% de la population totale, avec une dérogation en faisant un projet de vie individualisé. Il y a tout un petit processus qu'il faut. Ça doit être justifié, en tout cas, pour que la personne qui soit jeune, jeune. C'est ça. Mais à Bruxelles, il y a un phénomène qui se passe en ce moment, c'est que, en fait, il y a beaucoup de maisons de repos et il y a pas tant que ça de seniors. En fait, il y a beaucoup de maisons de repos où le taux d'occupation, on appelle ça comme ça, les maisons de repos ne sont pas remplies à Bruxelles. Et du coup, il y a beaucoup de maisons de repos qui acceptent plus malgré tout que le quota proposé pour pouvoir rentabiliser, parce que le marché des maisons de repos est en grande partie représenté par le secteur privé commercial, et du coup il faut remplir les chambres, et
Voilà, et c'est pour ça qu'on retrouve de plus en plus de personnes qui ont des pathologies psychiatriques qui sont plus jeunes en maison de repos. C'est un des facteurs qui... Ouais. Et puis au-delà de ça, il n'y a pas suffisamment de centres pour accueillir justement ces personnes qui ont des pathologies psychiatriques. C'est ça. Il y en a pas suffisamment. Et puis une fois qu'ils prennent de l'âge, ils sont stabilisés, ils sont moins agressifs. Voilà, il faut quand même les mettre quelque part. Parfois, donc les hébergements supervisés, c'est aussi limité. Et donc voilà, parfois c'est un choix par défaut, mais voilà, et après ils doivent demander des dérogations pour pouvoir accueillir ces pathologies-là. Mais effectivement, il y a des maisons de repos qui sont spécialisées dans les démences, des résidences fermées ou des étages. Écoutez, on va continuer à parler de ça. Ça m'intéresse. Je trouve ça chouette qu'on puisse faire le lien, voilà, justement entre. Si je peux dire une petite chose. À chaque fois, Monsieur Kadar, il fait ça. On part à la pause. Je lui ai expliqué pourtant qu'il y avait une petite musique dans ses oreilles, mais il n'a pas entendu. Je l'ai pas entendu, pardon. Il y a la petite musique, Monsieur Kadar. Je l'entends maintenant, c'est bon, je l'entends. On va faire la pause, mais après, je vous promets, vous pouvez continuer et vous pourrez rajouter ce que vous avez à rajouter, d'accord ? Bon, chers auditeurs, vous avez vu, Monsieur Kadar, il a plein de choses à dire, donc restez avec nous en ligne au 106.8 sur Arabelle FM. Je vous dis à tout de suite. Voilà, chers auditeurs, nous sommes de retour dans Santé pour tous. Nous parlions des maisons de repos, du bien-être psychologique des résidents. Nous avons parlé des activités qui existaient un petit peu, de la prise en charge médicale, psychologique aussi. Donc, on essaye un petit peu de comprendre comment ça fonctionne dans un service comme les maisons de repos. Est-ce que, Monsieur Tavera, est-ce qu'il y a une augmentation des problèmes psychologiques chez les personnes âgées en maison de repos depuis le Covid ? La situation qu'amène le Covid est assez inédite pour tout le monde et les maisons de repos, elles n'y dérogent pas. Avec les hôpitaux, je pense que ceux qui en souffrent le plus de ces situations, en tout cas en termes d'institutions ou d'établissements, sont les maisons de repos. Et les soignants, le personnel de manière générale, ont dû réaliser et continuent à réaliser un travail surhumain. Ils ont dû s'adapter à des conditions de travail qu'ils ne connaissaient pas et qui sont très durs. Et les résidents, eux, souffrent malheureusement, comme on l'a déjà dit, beaucoup de solitude, mais de l'anxiété, et parce que la question de la mort est omniprésente. Et comme disait une résidente que j'ai entendue à la télé, c'est une question de survie maintenant. Et donc ça montre bien le niveau auquel on se trouve et tout ce que ça doit générer pour eux comme stress et comme angoisse. Et il y a maintenant aussi un phénomène, comme on l'a déjà évoqué, qu'on retrouve dans les maisons de repos et qui est presque aussi dévastateur que le corona. Et ce phénomène s'appelle le syndrome de glissement. Et certains résidents en fait cessent de se nourrir, ils perdent le goût de vivre et ils se laissent simplement abandonner en fait à la vie. Donc il est clair que le corona a eu un impact non négligeable sur la santé mentale des résidents, mais ça vaut aussi pour la population de manière générale. Et ça, à l'espace santé famille, on en est bien conscient. Oui, clairement. Alors, nous aussi, on est là. En première ligne, et c'est vrai qu'on a eu nous on n'a pas eu un papy boom, mais on a eu un boom, un Covid boom par rapport à la santé mentale. On a eu vraiment beaucoup de monde qui c'est vrai que c'est pas super évident, hein, mais on a géré comme on a pu, voilà. Et du coup, moi je reviens vers Monsieur Kadar. Donc, est-ce qu'il y a, par exemple, on parlait tout à l'heure des différentes pathologies qui pourraient exister chez les résidents, donc Dr Tigra nous en parlait tout à l'heure. Du coup, vous, est-ce que vous adaptez vos animations en fonction des pathologies du résident ? Comment vous faites à l'intérieur ? Comment ça se passe ? Alors, en maison de repos, en fait, il y a plein de pathologies séniles. Et en fait, c'est vrai qu'on essaye quand même de séparer les résidents qui sont, on va dire, tout à fait autonomes, mais qui sont psychiquement entre guillemets normales, qui un peu des personnes âgées qui vieillissent normalement, quoi. Et du coup, ces personnes-là n'aiment pas des fois être mêlées avec les personnes démentes ou les personnes qui ont un Alzheimer, une perte de mémoire, les Korsakoff aussi, qui répètent sans cesse, et qui posent des questions sur certaines choses. Et du coup, ces personnes-là, des fois, se projettent aussi en voyant une personne démente. Donc du coup, c'est vrai qu'on essaye de séparer ces deux populations. Mais généralement, moi, quand je fais mes activités, j'invite tout le monde à venir. Et puis, quand les seniors sont un peu heurtés, des fois, ils viennent pas quand ils voient certains résidents. Mais du coup, moi, j'essaye de mélanger un maximum de résidents.
Et du coup, il y a des résidents qui participent pas. Il y a certaines personnes qui déambulent autour de l'activité, mais ils sont avec nous et puis ils prennent le café avec nous. Donc, il faut pas nécessairement être actif sur l'activité, répondre aux questions ou faire le bricolage ou quoi que ce soit. C'est simplement le fait d'être présent et d'être ensemble dans la même pièce et qu'on a un œil sur lui et voilà. Vous disiez en plus tout à l'heure que vous essayez d'avoir quelques partenariats aussi avec des associations environnantes, des acacias. Du coup, je sais qu'une fois Espace Santé Famille est déjà venu donc dans vos locaux, voilà. et donc on avait fait une activité intergénérationnelle entre les enfants et mais maintenant vous disiez voilà, c'est bientôt Noël et donc il y a des activités qui reviennent aussi. Voilà. Est-ce que ça fait du bien aux résidents de voir, même si c'est des enfants qui connaissent pas ou même si c'est des personnes qui ne connaissent pas, est-ce que ça leur fait du bien qu'on vienne leur rendre visite ou qu'on fasse des petits dessins, des cartes? Bien sûr, ça leur fait vraiment plaisir, donc n'hésitez pas. Il y a des maisons de repos, j'ai vu récemment une publication, on voit une résidente avec une pancarte qui dit je m'appelle un tel, envoyez-moi, je pense que vous l'avez tous vu. Ouais. Et du coup, voilà, ils sont en demande, les résidents, et du coup ça leur fait plaisir, ça leur fait énormément plaisir. Voilà, moi j'ai reçu quelques écoles qui m'ont contacté et du coup ils m'ont demandé les noms personnalisés de chaque résident pour que le résident se sente sente que cette lettre est pour lui, quoi, voilà, c'est ça. Et du coup ça leur fait vraiment du bien, donc n'hésitez pas les auditeurs, si vous entendez, allez à la maison de repos du coin et pas que les acaciens, ils monopolisent les acaciens. Voilà, on monopolise tout, mais on partage, voilà, il y a plus de 100 maisons de repos sur Bruxelles. Non, mais c'est vrai, s'il y a des maisons de repos dans votre quartier, n'hésitez pas à apporter des petites lettres ou des petites cartes de vœux ou alors peut-être des petits cadeaux, bien désinfectés bien évidemment, mais je veux dire, ça peut toujours faire plaisir en cette période. Et on sait aussi qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont seuls, qui n'ont pas de famille en maison de repos. Je me trompe, docteur Tigra? Oui, effectivement, il y a effectivement des personnes qui sont complètement isolées et c'est vrai que ça joue. On reçoit parfois des listes comme ça, attention, un tel il vit tout seul dans la maison de repos, allez lui rendre visite. Enfin, moi j'ai parfois des chaînes comme ça que je reçois dans mon téléphone. Un tel il est tout seul dans sa maison de repos, un tel elle est toute seule à la maison de repos, ils n'ont pas de famille, il faut aller leur rendre visite, etc. On reçoit des trucs comme ça. En tout cas, si je parle, moi j'ai mon expérience aux Acacias, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres maisons de repos, mais chez nous ça représente plus ou moins 40%, on va dire 40% de la population qui n'a pas de... C'est vrai, 40% de gens, il y a personne qui vient les voir. Ouais, quasi pas de visite, personne qui vient les voir. Donc ça dépend les maisons de repos. Je sais qu'il y a peut-être d'autres maisons de repos où il y en a un peu plus, un peu moins, ça dépend de chaque maison. Puis, mais c'est vraiment énorme. C'est énorme, c'est vrai que... Et puis des fois certains ont des enfants, mais voilà, ils ne rendent pas visite parce qu'ils ont soit quitté le pays, soit il y a eu des conflits, donc voilà. Ça c'est triste. Hein. Et voilà, parfois c'est ce qui justifie aussi l'entrée en maison de repos, c'est parce qu'il n'y a pas de ressources à côté. Voilà, que ce soit pour gérer des comptes, et parfois c'est des trucs tout bêtes, mais aller faire des courses, gérer ses comptes. On a une petite panne, on sait pas, on sait avoir facilement. J'ai des patients parfois gérant à la maison, on les appelle, on leur revend en abonnement, et puis finalement ils se retrouvent avec un truc, ils n'ont pas trop compris qui les appelait, donc. Ça on entend souvent. Ou aussi l'arnaque au Digipass, voilà quoi. Et comme le docteur Tigra l'a bien dit, il y a un résident qui est rentré en plus il y a quelques temps, mais c'était par rapport au fait qu'il avait laissé le gaz allumé. Et c'était dans un building, donc imaginez le problème si le voisin sort avec sa cigarette, boum. C'est vrai que ça peut être très très dangereux. Voilà. On se rend pas toujours compte. Docteur Tigra, je reste avec vous. On sait maintenant que la majorité des décès liés au Covid sont survenus en maison de repos et de soins. Et comment on peut expliquer ce phénomène finalement? Je pense qu'il y a deux aspects. Un, c'est que la moyenne d'âge des patients en maison de repos, elle est très élevée. Et donc, finalement, l'âge est un facteur de risque. Et en plus, quand on est âgé et on a des pathologies chroniques, on est déjà très à risque. Quand on regarde les statistiques d'âge, en fait, on voit qu'au-delà de 80 ans, effectivement, les décès sont très importants. Mais en fait, quand on diminue dans les tranches d'âge, finalement, les décès sont moins importants. Donc, d'une part, il y a le critère âge. Et puis, il y a le critère concentration. Surtout au début, la première vague, je pense que très vite, dans les maisons de repos où on a eu les premiers cas, en fait, très vite, ça s'est disséminé dans la maison, puisque justement, il n'y avait pas toutes les mesures. Mm-hmm. Et donc, la veille, pour ceux qui connaissent un petit peu les maisons de repos, le midi, les patients descendent manger, c'est l'ascenseur, un petit ascenseur dans lequel on met, 6 résidents, ou 6 ou 8 résidents en fonction de la taille de l'ascenseur. Et donc, sans masque, sans mesure de distanciation. Et donc, en fait, sur chaque trajet,
Il suffit d'avoir un patient positif pour en 24 heures exploser. Contaminer tout le monde, quoi. C'est ça. Ouais. Oui. Mais c'est vrai que là maintenant, depuis que on prend un petit peu nos mesures, en tout cas que les soignants déjà sont masqués en permanence, donc en principe les microbes arrivent moins des soignants, et en principe même un soignant qui vient mais qui est bien couvert et qui garde ses distances et tout ça va contaminer moins de résidents. Mais on se rend compte que voilà, ça je le dis peut-être aux auditeurs, mais c'est vrai que beaucoup de contaminations se font encore dans les familles. Beaucoup de patients qui sont repris par les familles comme ça, à l'espace de quelques heures. Parce que c'est vrai que la maison de repos, ça c'est peut-être important aussi. C'est pas parce qu'on rentre en maison de repos qu'on est enfermé en fait. En temps normal, en maison de repos, on peut rentrer le week-end parce qu'il y a un anniversaire, il y a des fêtes. Donc on est vraiment tout à fait libre. Il faut simplement s'organiser, voilà, et expliquer le projet, et puis le résident peut rentrer et reçoit sa plaquette avec ses médicaments et tout ça. Et donc on se rend compte que beaucoup de patients, beaucoup de familles qui reprennent leurs parents comme ça, l'histoire de quelques heures, on va sur Facebook, ils sont à 10 autour de la table avec voilà, la petite photo, le verre en main, donc aucun masque. Et donc c'est vrai que il y a un risque qu'on fait prendre parfois à nos patients âgés. On mesure pas toujours l'importance. Et du coup là pour Noël ils vont pouvoir rentrer ou? Absolument pas. Oh là là. Malheureusement absolument pas. Donc ici pour Noël, pour Nouvel An, pour cette période de fête, voilà. Ouais. En principe il y a pas de sortie. Donc c'est 2 heures de sortie maximum, et en principe c'est à l'extérieur. C'est pas à l'intérieur. Ouais. Mais voilà, pas facile pour eux, hein. Ouais. C'est pas facile à faire respecter non plus. Ouais. On va avoir des brigades, brigades papilles, voilà. Qui vont attraper les papilles qui sortent des maisons de repos. C'est vraiment pas évident, je trouve, pour le moral tout ça, hein, de se dire que même en période de fête, ils verront pas leur famille. Après, il y a l'idée des médias, hein, mais. Oui, mais ça. Ouais. Ça comble pas tout, quoi. Non, c'est clair que voilà, manger la dinde et regarder la dinde sur Skype, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, et une dame de 88 ans qui me disait, voilà, ce sera peut-être mon dernier Noël. Oh là là, c'est vrai, culpabilisant pour le médecin. Ça doit, même pour vous, ça doit pas être facile. Ah non, c'est dur de tenir Enfin, je trouve qu'en tant que professionnel, ça doit pas être évident pour vous non plus de dire bah non, c'est non, désolé quoi. Et... voilà, mais c'est pour ça que voilà, parfois, je suis content d'être de mon côté et de pas être décideur politique, parce que voilà, je sais pas quelle serait, voilà, parce que en fait, c'est des décisions qui sont inhumaines. Mais voilà, qui sont peut-être malgré tout nécessaires. Mais voilà, donc, oui, pour protéger les personnes âgées. Après, je pense que sur certains trucs, il y a quand même un gros manque de cohérence, quoi. Quand vous voyez l'état des transports en commun, je veux dire, on est full, on est plaqué contre les fenêtres, on est plein dans le transport en commun et on peut même pas aller voir ses parents, quoi. Je veux dire, c'est de la folie. Enfin. Oui, je sais plus qui me disait que voilà, elle pouvait pas voir sa maman, mais par exemple pour l'accompagner chez un kiné ou un dentiste extérieur, elle pouvait, par exemple. Ouais. Donc elle me disait voilà, donc on doit finalement s'organiser parfois par des parades. Oui, tu prends plusieurs rendez-vous chez le médecin, comme ça tu vois plus ta maman. Mais c'est vrai que les mesures sont peut-être pas toujours cohérentes quand on regarde, voilà, comme les exemples que vous avez donnés avec les transports en commun, mais c'est vrai que ça limite quand même les risques. Ouais. Malgré tout, on peut, voilà. C'est la façon dont je justifie, en tout cas pour les familles. De toute façon, vous travaillez en maison de repos, donc vous avez assisté à ces décès, je suppose, vous avez vu l'impact du Covid, donc je crois que vous êtes peut-être les mieux à même de dire attention, protégez nos aînés et faites attention, respectez les mesures, etc. Donc j'entends bien, enfin, je crois que vous êtes les mieux placés pour le dire tous les deux. Hein, c'est vrai que surtout avec cette deuxième vague, moi, parce que là on entend de plus en plus des gens autour de nous, proches, qui sont... Il y a des jeunes, un peu plus jeunes qui décèdent aussi. Même des plus jeunes, et là on se dit waouh, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc c'est vrai que ça fait quand même peur tout ça. Hein. Donc, et Monsieur Tavera, du coup, le psychologue, il est amené aussi à accompagner les familles quand on apprend un décès d'une personne en maison de repos. Et durant cette période de Covid, il y a eu plus, ça a doublé, plus de décès qu'à l'habitude. Qu'est-ce qu'il fait le psychologue du coup pour accompagner les familles? Avant toute chose, là, c'est surtout une situation un peu compliquée, encore une fois, à cause du corona, parce que il y a plein de personnes qui n'arrivent pas à faire un réel adieu, en fait, ou qui n'arrivent pas à dire un réel adieu à leurs proches, justement parce que on leur empêche, en fait, d'être en contact avec la personne qui est mourante ou qui est décédée à cause même du corona.
Et de ce fait, le travail de deuil pour certains devient extrêmement dur. Et on sait à quel point il n'est déjà pas facile de base. Mais maintenant, on se retrouve dans une situation dans laquelle on ne peut pas, ou presque pas, accompagner le proche jusqu'à son dernier souffle, et par là même constater le décès du proche, qui sont, et on le sait, des étapes intégrantes du processus de deuil. Et Corona vient mettre à mal tout ce travail, et certains peuvent vivre cet événement comme un véritable traumatisme, et un sentiment de colère, de culpabilité peuvent alors survenir chez la personne qui n'a pas pu accompagner son proche jusqu'à la fin. Ce qu'on peut faire en tant que thérapeute, c'est accompagner la personne à faire malgré tout ces éléments contraignants, son parcours de deuil, et jouer un peu le rôle d'une béquille sur laquelle la personne pourra venir s'appuyer dès que son cheminement de deuil devient un peu plus compliqué, pour faire en sorte que ce travail de deuil, justement, puisse se réaliser au mieux. Si je pouvais donner un conseil aux personnes à qui malheureusement cette situation est arrivée, ce qu'il faut, c'est qu'elles puissent exprimer leur amertume. C'est que ce qu'elles n'ont pas pu dire à leurs proches, les interrogations qu'elles ont et qu'elles peuvent toujours avoir. Et ça peut se faire par exemple en écrivant une lettre, où elles peuvent expliquer par exemple pourquoi elles n'ont pas pu accompagner la personne, leurs proches, jusqu'au bout, et en exprimant tous leurs sentiments de culpabilité ou d'abandon. Et cette lettre pourra ensuite être lue en se souvenant de son proche, puis elle sera brûlée quand on sera prêt à le faire. Mais en tout cas, l'important, c'est qu'elles puissent s'exprimer, exprimer le ressenti pour pouvoir les libérer de ce poids. Ça, c'est des genres de techniques qu'on peut utiliser avec les familles pour qu'elles puissent extérioriser leur ressenti, en fait. Donc, ce qu'on peut faire, ça, c'est un exemple. Mais je suppose qu'il y a plein d'autres exemples de pratiques thérapeutiques qui existent pour le suivi des familles. Si je peux rebondir sur ce que vient de dire Thiago Tavera. Donc, c'est effectivement quelque chose que j'ai beaucoup observé, et parfois, justement, les familles refusent l'hospitalisation parce qu'ils voient bien que l'hôpital est beaucoup plus fermé que la maison de repos. Et donc, c'est vrai que parfois, le travail, quand l'évidence est là, cet accompagnement de fin de vie est très, très, très compliqué à l'hôpital. Et c'est vrai que même, comme vous le disiez, même le deuil, même aller voir la dépouille, c'est très limité. C'est ça. Alors que ce sont des éléments essentiels, en fait, pour faire son deuil. C'est constater l'évidence, en fait. Oui, et c'est vrai, même chez les musulmans, c'est compliqué parce que normalement, quand quelqu'un décède, il faut faire le lavage mortuaire. Et si quelqu'un est décédé du Covid, on interdit de faire le lavage mortuaire. Et donc, on fait, je pense que c'est Taïmoum qui font, mais je pense qu'ils font le lavage au-dessus d'un plastique. Donc, de ce que j'ai entendu, c'est parce que j'ai les enfants des parents qui sont décédés en consultation, donc de parfois des résidents, et qui me disent, j'ai pas pu laver ma mère, j'ai pas pu laver mon père, j'ai pas pu faire le lavage mortuaire, ou alors j'ai pas pu faire la prière parce que après le cimetière s'est organisé, cimetière des Verts, etc. Mais au tout début, la première vague, on savait pas prier c'était compliqué de prier sur les morts, quoi. Donc il y a vraiment eu des gens qui ont pas pu avoir accès à ce rituel de dire au revoir. Là, je parle des musulmans, mais je pense qu'il y a aussi plein d'autres personnes de d'autres confessions qui ont eu la même chose, qui ont pas pu faire ce travail de deuil via ce rituel de passage où on dit au revoir et où on peut, même dans les funérariums, etc., le nombre de personnes était limité. Les familles se bagarraient, justement pour pouvoir, qui va pouvoir aller dans le funérarium, qui va pouvoir aller, dire au revoir, et si t'as 4-5 enfants et que t'en as que 2 qui peuvent rentrer. Enfin, moi j'ai vu, et même dans les médias, on a vu des gens qui pleuraient, qui voulaient aller donner un dernier hommage et qui avaient même pas le droit de rentrer au funérarium, quoi. Donc c'était quand même une période assez violente psychologiquement, je pense. Traumatisme. Ouais. C'est un traumatisme, tout à fait. Chers auditeurs, on va s'arrêter quelques minutes et on revient pour la toute dernière partie de l'émission. On va aborder encore quelques sujets sur les maisons de repos et les personnes du 3e âge. Et donc, restez avec nous au 106.8 sur Arabelle FM. Vous êtes avec Virginie Leblic, votre animatrice aujourd'hui. À tout de suite. Toute dernière partie de votre émission Santé pour tous. Donc, nous sommes de retour avec Monsieur Kadar, éducateur spécialisé dans la maison de repos Les Acacias, Dr Tigra, qui est coordinateur dans différentes maisons de repos et qui est aussi médecin à l'espace santé Erasmus, et alors Thiago Tavera, qui travaille à l'espace santé famille, qui est spécialisé en psychologie clinique. Donc, juste avant la pause, c'est vrai qu'on parlait un petit peu du deuil et du travail de deuil, notamment du fait de rencontrer, de pouvoir dire au revoir. J'allais revenir vers Monsieur Kadar. Du coup, comment vous gérez le décès d'un résident auprès des autres résidents ? Alors ça, c'est pas évident. C'est vrai que souvent, quand on sait que le résident est décédé,
voilà, on est nous-mêmes on est percutés parce que c'est une personne qu'on a connue, avec qui on a passé des bons moments, un chouette contact, et donc du coup, voilà, on doit nous-mêmes percevoir cette information, si je peux dire ça comme ça. Et pour les autres résidents, souvent ils le savent à travers le personnel, donc voilà. Mais comment le gérer, je sais pas si vraiment il y a une façon de gérer. Auprès des autres résidents, ils sont tristes. Ce qu'on essaie de faire, c'est que pendant une activité, des fois on fait une minute de silence. Ça nous arrive de faire ça une fois. Là, tous les fins de mois, on fait un appel des résidents décédés. Et du coup, on se remémore un peu tous les personnages, je l'aimais bien. Et alors il y a des personnes qui parlent, voilà, mais c'est... Parce qu'ils s'attachent les uns aux autres quand même. Je suppose qu'ils passent beaucoup de temps ensemble. Une maison de repos, c'est une grande famille. En fait, les résidents, ils voient plus... même nous, les travailleurs aussi, c'est difficile de garder cette distance, malgré qu'on a une position professionnelle, parce qu'on passe plus de temps dans notre travail, 8 heures par jour, qu'à la maison après. Donc, du coup, c'est pas évident de garder cette distance, mais c'est vrai qu'entre eux, ça devient comme une grande famille. Il y a des couples qui se forment. On en parlait tout à l'heure, c'est rigolo ça. Vous avez fêté un mariage là. Voilà, un mariage oriental. Mariage oriental à la maison des Acacias, c'est sympa. Ouais, voilà, avec un trône et tout le bazar. Mais c'était, c'est vraiment sa vie. Et du coup, ils sont aussi touchés par tout ce qui touche à la société. C'est-à-dire quand il y a eu, quand l'équipe nationale joue, l'équipe de foot, il y a tous les résidents avec leur maillot qui arrivent, avec leur canne. Je me rends de votre maison de repos quand même. Non, mais c'est vraiment vrai. Quand il y a eu les événements de Charlie Hebdo, ça aussi, il y avait des Je suis Charlie sur les portes. Donc ils sont touchés par ça et ils vivent les mêmes choses. Mais voilà, c'est vrai que quand on est dans une institution, on vit des choses peut-être plus fortes, je sais pas, parce que le contact, on se voit souvent, et voilà. Et est-ce que, justement, pendant la période Covid, etc., est-ce que c'était pas plus compliqué? Parce que parfois, il y en a qui étaient un peu plus, peut-être il y avait plus de disputes ou plus de conflits, le fait d'être trop confiné comme ça et de pas pouvoir sortir, je suppose que ça doit amener plus de tension à l'intérieur de la maison de repos. C'est vrai qu'ils étaient beaucoup plus tendus, On avait des résidents, imaginez-vous, pendant un mois, dans un 10 mètres carrés, comme je disais, et alors quand il suffisait qu'on rentrait dans la chambre, et toute leur frustration, certains la ressortaient sur le personnel, et du coup on se retrouvait insultés, tapés dessus avec des cannes, tu me fais chier. Il y a une mamie qui est devenue complètement aigrie, je la reconnaissais plus. Elle me dit, j'en ai marre, j'en peux plus, de cette maison de repos, je veux sortir, je veux sortir. Mais c'est parce qu'elle peut plus sortir de sa chambre, elle peut plus faire sa promenade, et du coup elle pète un plomb, et je la comprends. Moi aussi, on m'enferme dans une chambre, je pèterai un câble. Et vous lui dites ça, que vous comprenez ce qu'elle ressent, et que c'est normal. Mais des fois on peut comprendre et expliquer, mais c'est la psychologue qui reprend le dessus. Oui. Voilà, à ce moment-là, voilà. J'ai une petite déformation professionnelle, donc. Non, mais c'est vrai que on les comprend, mais moi j'ai souvent cette remarque qui m'est venue de la part des résidents, c'est toi t'es confiné, mais tu peux quand même travailler. Et je dis mais si je viens pas travailler, si les aides-soignants et les infirmières veulent pas travailler, qu'est-ce que vous allez faire? Pour eux, ils vont dire quelle est la logique que toi t'as le droit de sortir et nous pas. Voilà, c'est ça. C'est surtout ça qui revient souvent. On n'a pas le même confinement et tout, mais voilà, je dis les autres, les pauvres, ceux qui ne bossent pas dans ce secteur-là, ou que ça soit dans le RECA ou quoi, ils vivent le même confinement que vous, donc voilà, c'est pas facile. Et par rapport à la question, c'est quelque chose de... Je pense qu'il n'y a pas vraiment de préparation, on le ressent, on parle, et c'est une discussion qui se fait naturellement. C'est être là et à l'écoute, en fait. Voilà, à l'écoute, voilà. Donc ça leur permet d'extérioriser leurs émotions. Voilà, d'extérioriser, que ça soit en activité ou en individuel. Nous, on travaille en individuel aussi, donc c'est des discussions informelles dans un couloir où le résident vient et dit « Purée, cette dame, je l'aimais bien, j'ai vécu ça avec elle » et on l'écoute, et puis il se sent mieux, et puis il repart, et voilà. Voilà. Docteur Tigras, je voulais quand même qu'on parle aussi un petit peu du personnel. Donc, est-ce qu'il y a une surcharge mentale et physique du personnel en maison de repos, peut-être aussi en hôpital, mais du coup, parce que vu qu'on sait que les maisons de repos étaient plus touchées par le Covid, que le personnel soignant a dû être plus présent, puis à un moment donné, on a vu que tout le personnel soignant devait se faire tester, puis à un moment donné, on leur a demandé de dormir sur place. Pour ça, à Charleroi, c'était du côté de Charleroi, je sais plus. C'est dans une campagne, en fait. Ouais, à la campagne, ouais. Mais du coup, est-ce qu'on a observé ça concrètement, que le personnel était vraiment surchargé aussi mentalement et physiquement, quoi? Oui, je pense qu'il y a eu des phases, je pense, où ça a été très, très, très compliqué, parce que d'une part, comme disait M. Kadar, il fallait gérer le patient qui est confiné, qui n'accepte pas finalement les choses, et puis il y a aussi les patients fumeurs qui avaient l'habitude d'aller fumer leur cigarette, et voilà, après, donc, vraiment, il y a des situations, il y a des patients qui ont décompensé d'un point de vue psychologique. J'ai un patient qui appelait l'ambulance parce que il pensait qu'on lui mettait le feu. Allez, vraiment, il y a des situations qui sont vraiment très compliquées, mais voilà, qui sont le quotidien des professionnels. J'ai perdu le fil de mon idée. C'était quoi la question?
Non, je voulais savoir justement si le personnel était surchargé en fait. Vous voyez. Voilà, effectivement. Donc voilà, donc c'était compliqué effectivement d'avoir les patients sous pression et de devoir gérer. Et finalement, c'est un petit peu comme on va utiliser le gardien de prison finalement. Donc on fait respecter des règles qu'on ne comprend pas vraiment, qu'on prend parfois de manière un petit peu démesuré parce que l'ennemi n'est pas bien identifié, on ne le connaît pas bien, donc on prend parfois des mesures qui sont avec le recul peut-être trop sévères, et donc ça effectivement c'était pas simple. Et puis il faut se dire que les soignants ont été aussi touchés, donc ont été aussi malades. On a compté aussi des décès dans les soignants, malheureusement. Et donc, ça veut dire que les équipes ont eu peur aussi. Donc, il y avait un taux d'absentéisme qui est lié à la maladie, qui est lié à d'autres facteurs. Et donc, c'est vrai que certaines équipes, en tout cas pendant parfois plusieurs semaines, ont fonctionné avec des effectifs qui sont très réduits. Et donc, ça veut dire que, finalement, les soignantes qui avaient l'habitude de faire j'ai pas vraiment d'idée, mais 7-8 toilettes sur une matinée, elles se retrouvent à en faire 14-15. Et donc, c'est vrai qu'après 1-2 semaines, le corps ne tient plus. Et puis voilà, et puis il y a tous les aspects psychologiques de rentrer avec cette crainte de se dire on va peut-être rapporter la maladie chez soi, ou bien dans l'autre sens, on va contaminer ses résidents. Donc effectivement, ça a été très 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 très, très compliqué. C'est vrai que il y a eu des maisons de repos où finalement il a fallu avoir des appuis extérieurs. Et c'est vrai que même maintenant, c'est pas encore tout rose partout. Donc il y a des résidences où les choses sont quasi normalisées. Et puis de temps en temps, on a de nouveau des cas, dans une maison de repos. Oui, c'est ça. Donc c'est pas encore tout à fait stable, quoi. Et du coup, Monsieur Tavera, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une détresse psychologique et physique, même sur le personnel du réseau de la santé, des services, de ces personnes qui ont été là et qui ont peut-être été aussi touchées par le Covid, qui ont dû accompagner donc les familles et les résidents, qui ont été un peu en première ligne. Est-ce qu'on a vu une détresse psychologique chez ces personnes ? Oui, bien sûr, et on en a parlé longuement lors de l'émission sur le cancer à laquelle j'avais eu la chance de participer et qui est disponible sur la chaîne YouTube de l'Espace Santé Famille. Et dans cette émission, on avait eu justement une infirmière qui avait montré tout son désarroi et son épuisement face à ces situations et qui avait très largement abordé tous les problèmes en fait que ça avait engendré, tant au niveau de la détresse que du poids que ça constituait au niveau physique aussi pour eux. Et donc ces professionnels maintenant ils vivent quelque chose qui est de très dur, dans lequel on met constamment à mal leur mental, leur physique. Ils sont littéralement sur le front en fait, un peu comme on pourrait l'être lors d'une guerre, ce qu'on a souvent entendu parler. Donc évidemment, l'impact est réel. Et comment on peut faire justement pour pas qu'ils tombent dans un état de burn-out, d'épuisement ? Alors, il serait peut-être intéressant dans un premier temps de venir définir ce qu'est le burn-out, justement, parce qu'on le sait pas tous et parfois on a des idées un peu reçues sur le burn-out aussi. Donc le burn-out, c'est un état d'épuisement physique, émotionnel et mental qui est lié à une dégradation du rapport d'une personne à son travail. Et donc, il peut toucher tous les métiers, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il a été initialement observé chez les soignants. Ce qui signifie donc que ça montre bien en fait que le travail des soignants était déjà suffisamment compliqué avant cette situation, parce qu'on a initialement mis en évidence le phénomène burn-out chez les soignants. Et on a d'ailleurs longtemps parlé d'un syndrome des professions d'aide avant de l'appeler burn-out. Et les infirmiers sont particulièrement exposés. Donc c'est pas un phénomène qui est nouveau et qui serait apparu des suites du corona. Il était déjà bien présent et aujourd'hui, on estime que 50% des professionnels de santé sont ou ont été concernés par le burn-out. Et donc pour pallier à ça, donc il y a quelques conseils qu'on peut donner et qu'on peut demander justement à ces personnes d'appliquer. Tout d'abord, ce qui est important, c'est ces personnes-là doivent s'écouter, écouter leurs besoins, leurs envies. Les réactions physiques sont souvent un bon indicateur en fait de l'état général. Ensuite, il faut apprendre à s'arrêter, c'est-à-dire à ne pas être en flux continu, faire des pauses, des moments de détente, comme on le voit parfois avec les infirmiers qui font des chorégraphies ensemble. C'est très important. Utiliser également ces priorités comme boussole, c'est-à-dire prendre le temps de les remettre à plat, de les clarifier avec avec la direction ou l'équipe. Et enfin, oser dire et oser demander de l'aide. Ces personnes-là ne sont pas seules. Que ce soit dans leur entourage personnel ou professionnel, il y a des personnes qui peuvent les aider.
On doit apprendre à déléguer aussi. Oui, alors vu qu'il nous reste pas beaucoup de temps, j'avais quand même envie de poser la question au docteur Tigras, peut-être pour conseiller nos auditeurs qui ont un parent qui souffre de démence, parce que la démence c'est quand même assez récurrent, enfin chez les personnes du 3e âge, c'est quand même certains pourcentages et parfois on voit que certains, la famille a du mal. Voilà, moi j'ai parfois des patients qui viennent me dire, voilà, mon parent ne me reconnaît pas, ou il fait des crises, ou il est un peu parano. Enfin, il raconte, voilà, et c'est dur pour eux. Donc, qu'est-ce qu'on peut conseiller dans la prise en charge ou dans l'accompagnement de leurs parents en maison de repos? C'est vrai que c'est parfois compliqué, parfois même avant la maison de repos. Quand il n'y a pas vraiment un diagnostic clair, donc finalement on ne sait pas si c'est de la démence, si c'est autre chose, et finalement le patient parfois n'est pas collaborant, il ne veut pas. Donc voilà, je pense que pour moi l'essentiel, à part la mise au point médicale, c'est se dire en fait de ne pas, mais peut-être Monsieur Tavera est mieux placé pour moi pour répondre à la question, mais c'est se dire voilà. En fait, il ne faut pas prendre ça pour soi, quoi. Donc il faut se dire que c'est la maladie et on doit continuer à être présent. Pour eux, les écouter. C'est vrai que c'est une fois que les familles ne sont plus reconnues, beaucoup ne trouvent plus de sens à être toujours là. Il n'y a pas que la parole, il y a des sentiments qui passent par le contact, par la présence simplement. Peut-être qu'ils se souviennent plus de qui ils sont, mais le fait d'avoir un visage, c'est quand même important. Enfin, moi, je sais qu'une fois, je suis venue voir mon grand-père et il me disait Ariane, mais que fais-tu là? Mais en fait, Ariane, c'est ma mère et on a la même tête. Donc, du coup, il avait sauté une génération. Et alors, c'était comique. Je lui dis, mais non, je suis ta petite fille. Ma petite fille? Mais j'ai pas de petite fille. Mais en fait, il s'en foutait parce que le fait que je sois là, ça lui faisait plaisir. Donc, le fait d'avoir une présence humaine, c'est quand même important. Et pas toujours aller dans la contradiction de lui dire, mais non. Allez, un peu obligé de justifier, en fait. Ah oui, ouais. Oui, par exemple, voilà, le patient est dans une autre réalité, alors c'est clair que la première fois, on peut essayer de le ramener à la raison, entre guillemets. Après, voilà, il ne faut pas s'entêter à lui dire absolument, mais non, c'est pas moi. Oui, sinon, c'est le confronter, en fait, constamment à l'échec. Ouais. Ce qui met à mal son estime, en fait. Oui, c'est ça, parce qu'il perd, en fait, pied par rapport au contrôle de lui-même et de sa mémoire. Et donc, c'est de lui rappeler quelque part. Ça. Voilà. Donc, on pourrait dire ça. Et vous, Monsieur Kadar, qu'est-ce que vous conseilleriez aux familles? Enfin, qu'est-ce que vous conseillez en général quand vous avez des personnes qui sont démentes et que vous voyez que la famille, elle a beaucoup de mal parce qu'ils disent, finalement, il ne nous reconnaît pas, quoi, ça sert qu'on vienne le voir. Moi, je dis toujours aux familles, continuez à venir voir vos parents parce que voilà, malgré tout, c'est vrai que par rapport à la démence d'Alzheimer, par exemple, où ces personnes changent de réalité, se retrouvent par exemple, j'ai des résidents qui se retrouvent à cacher des cuillères comme si c'était à la guerre. Mais il faut toujours rester là, il faut toujours rester présent. Et il y aura des moments comme ça, des petits déclics, des moments de connexion où ils seront éveillés psychiquement. Et du coup, il faut être là à ce moment-là, en fait. Ça peut se passer que 10 minutes sur une journée, comme ça peut se dérouler pendant 1 heure. Moi, j'ai déjà eu une résidente qui est complètement démente, qui parle toujours de son père, qui dit je dois aller voir mon père, il va venir me chercher, je suis à l'école alors qu'elle est en maison de repos. Et puis tout d'un coup, elle me dit ah oui, tu sais, mon père, je l'ai perdu. Elle revient dans la bonne réalité. Voilà, et c'est ces moments-là. Donc il faut toujours être là, je dis. Voilà. Et dans la démence, vous savez, se mettre à la place d'une personne démente, on ne sait pas ce qu'elle perçoit. Peut-être qu'elle agit d'une certaine façon, mais dans son subconscient, elle pense autre chose, elle est un peu enfermée. Donc c'est complexe en fait. C'est quelque chose qui n'est, je pense, pas encore super bien géré. Et du coup, c'est tout nouveau. Allez, c'est quand même. Je dirais parfois, en fait, le cerveau a besoin d'une fuite quand la réalité parfois est terrible. On n'arrive pas à l'accepter. Alors voilà, on doit se trouver une issue. Plus agréable. Il compense. C'est ça, voilà. Donc soyez toujours présent malgré tout, même s'ils vous reconnaissent pas, même si t'es pas le facteur du coin. Maintenant, je suis ton fils. Donc voilà, il faut toujours être là. Mais même si t'es le facteur, je veux dire. Voilà, mais je serai le facteur aujourd'hui. Je vais t'accompagner. Ça fait plaisir quand même de voir quelqu'un. Voilà, avant tout. En fait, finalement, tout au long de cette émission, on a un peu parlé de ça, du fait de l'importance de la sociabilité, de la socialisation et de l'impact que ça a sur la santé mentale, mais du coup sur la santé physique aussi. Et affective. Je suppose que alors peut-être je me retourne vers Dr Tigras pour clôturer tout doucement, mais les patients qui ont un moral un peu plus fort, je suppose que lorsqu'ils ont des pathologies chroniques, on sent qu'ils récupèrent mieux. Enfin, je pense, non ? Oui, tout à fait, bien sûr. Une fois quand le patient est preneur, on veut, il va se mobiliser. On sait que quand un patient est alité pendant 10 jours, par exemple, il va perdre 10-15% de sa masse musculaire. Donc après, pour récupérer ça, c'est un travail. Donc quand le moral est là,
il y a effectivement beaucoup de choses. Et quand on voit que la famille est présente aussi, on voit que la personne récupère mieux aussi. Ça facilite les choses, mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir une famille. Donc on utilise les armes qu'on a. Si on n'a pas de famille, on peut quand même leur rendre visite. Enfin, en cette période, c'est compliqué. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire, Monsieur Kadar? Donc, envoyer des petites cartes, faire des petites vidéos, des choses comme ça. Voilà. En tout cas, si vous avez des maisons de repos pas loin de chez vous, n'hésitez pas. Franchement, ils sont preneurs, ils sont demandeurs, ils ont des gens seuls. Donc, parfois, on n'ose pas pousser la porte et se dire on va déranger, ça se fait pas. Ils nous connaissent pas, ou des choses comme ça. Et finalement, mais en fait, ça dépend aussi des directions. Je vous avoue, il y a des directions qui veulent pas, qui mettent des barrières. Moi, je me rappelle, j'avais un groupe de dames, c'est quelque chose qui m'a choqué, c'était au tout début quand j'avais commencé. Elle allait dans toutes les maisons de repos, elles étaient refusées, bon voilà. Et du coup, moi, je les avais acceptées et elles ont apporté aux résidents, je crois, c'était une dizaine de bacs de biscuits, de trucs, de bazar. Et je dis, mais voilà. Mais il faut pas avoir peur, n'hésitez pas à ouvrir. En fait, les maisons de repos ont peur parce que vous savez, quand il y a des personnes âgées, il y a des personnes qui peuvent avoir de mauvaises intentions, des amis. Tiens, elle a ceci, elle a cela. Elle va rester près d'elle pour avoir l'héritage après. Voilà. Donc voilà. Et du coup, ils se barricadent et ils se protègent. Mais je pense que avant tout, la personne, de toute façon, on va dire, la maison de repos, c'est la dernière étape de vie. Entre parenthèses, pour 95%, je pense, des résidents, quand ils rentrent en maison de repos, c'est la dernière étape de vie. Mais après, il faut leur laisser rencontrer d'autres personnes. Il faut rester avoir des liens ouvert. Sociaux, faut pas les enfermer. C'est une triste fin de vie. Surtout dans cette période, c'est difficile. Voilà. Bien, je vous remercie tous les trois d'être venus aujourd'hui. C'était vraiment super, très riche d'échanges par rapport aux maisons de repos. Docteur Tigra, vous vouliez rajouter quelque chose? Juste dire qu'une société finalement se mesure à la façon dont elle s'occupe de ces personnes âgées. Ouais, c'est vrai, franchement. Et on a encore du boulot par rapport à ça, je trouve. Donc, en tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était très très intéressant. J'ai appris plein de chouettes choses. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir à d'autres moments et peut-être après le Covid, on fera encore des activités intergénérationnelles, pourquoi pas, avec les maisons de repos. Vous pourrez retrouver le podcast de l'émission sur la page, sur le YouTube de l'Espace Santé Famille. Et donc, vous pourrez retrouver le podcast de l'émission demain. Sinon, écoutez, chers auditeurs, je vous dis à samedi prochain. Et samedi prochain, on parle de la santé mentale des réfugiés, je pense. Donc, avec d'autres invités. Donc, je vous dis à tous à très très bientôt. Et un bon week-end. Super. Ciao, ciao. Et voilà.